Bonjour tout le monde, bienvenue sur Les Gredins du Dunland et bienvenue sur notre premier podcast Micro Gredin, un espace d'échange sur le MESBG où on va essayer de donner notre avis et d'être une nouvelle voix dans la communauté française. Donc déjà, on voulait profiter de ce premier podcast pour se présenter. Qui sommes-nous, nous, les Gredins du Dunland? Avant tout, une chaîne de passionnés. Notre but, c'est de créer du contenu en français sur ce jeu. On considère que c'est pas forcément ça en ce moment sur YouTube, donc on essaie de d'y aller à fond. Et on a. Alors, quelle est notre ligne éditoriale, si on peut dire? On a ni complètement compétitif, ni complètement narratif. On essaye d'avoir tous les bons aspects du jeu, concilier plaisir de jeu, plaisir de la stratégie, mais surtout faire connaître ce jeu, inciter à y jouer, montrer des parties, analyser des choses. Donc voilà, c'est nous, les Gredins du Land, et on va faire un petit tour des présentations puisque je ne suis pas seul. Alors, moi c'est David, vous m'avez déjà vu sur nos deux premiers rapports de bataille. Mon pseudo dans la communauté c'est Orkstew. J'ai commencé il y a longtemps, en 2011 ou en 2012, je sais plus trop, donc j'avais 11 ou 12 ans. J'ai commencé à jouer qui s'appelait pas encore le MSBG, ça s'appelait je crois juste le Seigneur des Anneaux, jeu de bataille. J'ai commencé en même temps que le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment deux passions pour moi qui vont main dans la main. Au début, je collectionnais surtout, je jouais que avec des amis, donc des gens à qui j'apprenais les règles sans moi-même les connaître parfaitement. C'est moi qui ai contaminé Raphaël. Je m'intéresse beaucoup au jeu lui-même, comment il est écrit, comment est-ce que les règles représentent le livre, le film, ce qu'on appelle le fluff dans la communauté. C'était un peu mon hobby de bidouiller ça aussi, de réfléchir les règles, de réécrire certains profils que j'aimais pas trop, des trucs comme ça. Donc voilà, plutôt très amateur au début, et après en 2018, avec la sortie de la V6, que j'ai vraiment trouvé super, qui règle beaucoup de mes petits problèmes, je me suis mis un petit peu plus sérieusement au jeu, j'étais plus grand aussi, hein, j'ai commencé à jouer un petit peu plus en tournoi, très lentement, donc maintenant j'y vais régulièrement. Et puis j'ai trouvé d'autres gredins avec qui jouer. Euh, Mes armées que je collectionnais au début, c'était les nains de l'expédition de Balin, donc c'était vraiment pas fort d'ailleurs. Isengard, Toujours pas très fort. c'est mieux C'est qu'avant. mieux, c'est mieux. Isengard, à l'époque il y avait Isengard, c'était tout un tas de trucs. Maintenant c'est des légions un peu plus définies. Mais de nos jours, je joue surtout les éclaireurs de l'Earth. Je pense que beaucoup de gens m'ont vu affronter ça. Enfin, moi, quand ils m'ont affronté, m'ont vu jouer ça. Et des elfes de la Laurienne. Et sinon, voilà, pour finir, j'aime aussi beaucoup le côté hobby, les conversions et les décors faits maison. Bah, Donc à toi, Raphaël, si tu veux te présenter comme Ben oui, pas oui, entendu au merci, début. merci David. Donc, moi c'est Raphaël, El Choco, dans la communauté. J'interviens de temps en temps sur le Discord pour apporter mon grain de sel. Moi j'ai commencé le jeu quand j'étais au lycée en 2015-2016 avec David justement. On avait fait une super campagne Reconquête de la Euh, Moria. C'est Homemade, dire une complètement campagne homemade. voilà homemade narrative. C'était horrible, c'était archi mal Ouais, c'était. équilibré. Voilà. C'était Ouais. en V5 encore, hein. Ensuite on a vécu l'arrivée de la V6. Mais j'ai vraiment commencé à jouer à partir de 2021. En collectionnant des armées du mal, le Dunland, hein, parce que ma rencontre avec l'univers du Seigneur des Anneaux a commencé avec un personnage de jeu de rôle qui venait du pays de Dain, donc voilà, je voulais collectionner une armée de Dain, c'était pas très fort, mais c'était fun. Donc mes premiers tournois avec Dain, et ensuite assez vite du Mordor, et du mal en général, Angmar, Isengard, et depuis un an, un peu de bien, avec Foncombe, Fornost, un peu de Numénor, enfin, on s'amuse, on s'amuse. Et depuis, voilà, j'ai fait pas mal de tournois. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu me croiser, bon, surtout en région parisienne. Mais on a fait quelques petites excursions à Lille ou à Rouen. Enfin, c'est très très fun, avec plus ou moins de réussite ces tournois. Mais j'ambitionne bien de me frotter aux qualifications de l'année prochaine. Donc voilà. Et nous avons un troisième gredin avec nous, Samuel. Oui, bah alors moi c'est Samuel, donc dernier gredin en tant que joueur. J'ai commencé le jeu en fait il y a très longtemps. J'ai commencé en fait tout simplement quand il a commencé en 2001, en tout cas la version des films, avec mon père. Mais on va dire que j'ai jamais vraiment à ce moment-là appris les règles. C'était surtout pour la collection des figurines et le fait de mal peindre la communauté de l'anneau. C'est au grand désespoir de mon père. Et finalement, j'ai pas touché au jeu
en quasiment 20 ans. Et c'est finalement en 2022 que j'ai recommencé à jouer. C'est avec toi, Raphaël. Eh oui, on s'est rencontrés. Exactement, tu m'avais proposé de faire une partie chez toi, du Dunland contre du Mordor. C'est bizarre De ça. la subtilité à l'état pur, et c'était un chef troll contre Gorulf qui a eu raison de mon amour du jeu. Mais bon, moi, il faut bien comprendre, je suis pas un joueur qui joue des armées du mal, je suis plutôt un joueur d'armées du bien. Un gentil, exactement. Un vrai gentil, ouais, ça reste à prouver. Mon amour du jeu tient surtout à la capacité à mettre en scène des scènes du film ou des moments assez iconiques. Donc j'ai commencé, comme beaucoup de joueurs, avec du Minas Tirith, et pendant très longtemps en V6, j'ai eu des immondes alliances de héros du bien avec, par exemple, Boromir, Théodred ou Dernhelm. Exactement. Et ça continue en V7, puisque encore aujourd'hui, je reste sur les armées du bien. On va dire que la seule armée du mal que je joue un petit peu, c'est la Moria, et c'est pas la Moria que l'on voit actuellement, c'est plutôt une Moria avec plein de gobelins et du gros blog. Voilà, donc j'ai beaucoup joué ces dernières années, fait pas mal de tournois en région parisienne, comme les deux autres gredins, et quelques tournois aussi un petit peu dans le nord et dans l'ouest de la France, avec pareil, plus ou moins de succès, et toujours l'ambition d'un jour, pourquoi pas, faire les tournois de qualification, peut-être faire les tournois à l'étranger, même si on va dire que mon attrait principal au jeu reste avant tout les parties fun et les listes d'armées, on va dire, qui représentent le mieux les films. Quand Samuel vous bat, on dirait pas comme ça. Ouais, il a une vision propre du fun, voilà. Ça n'empêche pas de rouler sur nous. Et on a un quatrième membre de l'équipe. Qui n'est pas là aujourd'hui. El Banana, qui, vous ne l'avez pas vu, mais pourtant il était là sur toutes les vidéos jusqu'à présent. C'était notre preneur de son et parfois aussi de vidéos. Ouais. C'est un joueur qu'on espère un jour faire venir sur la chaîne. C'est ça, mais lui il est plutôt casu, il fait pas trop de tournois, pas du tout même. Mais vous le verrez, surtout si on joue des loups-garous ou des bombes, vous comprendrez. Alors il est temps de rentrer dans le vif du sujet, de s'engouffrer dans cette émission. On va commencer par un petit plan, hein, comme une dissertation bien faite, ça commence par une annonce de plan. Et on va parler de la V7, tout simplement. Ça va faire 1 an qu'elle est sortie. On a plein de choses à dire. Dans quel ordre on va procéder ? On va commencer par récapituler un peu tout ce qui s'est passé cette année avec toutes les différentes sorties qu'on a eues. Voilà, comment cette V7 s'est déroulée, comment elle a été accueillie par la communauté française, ou en général. On va essayer d'aborder plusieurs aspects. Déjà l'ambition de Games Workshop pour cette V7, hein, une version focalisée sur les films peut-être, on ne sait pas. L'apparition des Legacy qui a beaucoup fait grincer des dents, ce fameux rythme des sorties de Games Workshop, donc qu'on peut aussi commenter. Voilà. La nouvelle façon de construire des listes, les changements de règles, etc. Et puis on va essayer d'ouvrir sur nos ambitions. Donc on va décortiquer tout ça, montrer ce qui finalement est très bien, ce qui a pu un peu faire râler. Enfin voilà, on va essayer de passer au crible tout cela. Et on va commencer par tout simplement un récapitulatif de l'année que nous venons de vivre, l'année 2024-2025, qui a été assez intense pour le MESBG. Rappelons-nous, on se trouve en août 2024, et là, Games Workshop balance un pavé dans la mare, une nouvelle édition du jeu, avec des figurines qui vont quitter la gamme vendue par Games Workshop, les fameux Legacy, et puis une édition qui accompagne la sortie du film War of the Rohirrim. C'est pour ça qu'on aura la boîte de base tout début décembre, avec un nouveau livre de règles, et alors c'est là que Games Workshop a commencé ses folies, en sortant un livre consacré au film Seigneur des Anneaux, un livre consacré au film du Hobbit, en incluant un peu War of the Rohirrim, mais en incluant pas du tout toutes les figurines qui sont présentes uniquement dans les livres, comme les fiefs, par exemple. Mais on en parlera un peu plus tard. On va passer un peu vite sur ce rythme des sorties, mais il y a quand même une date qu'il faut retenir, c'est que donc la V7 sort officiellement le 1er décembre 2024, et il faut attendre le 12 juin 2025 pour avoir un jeu enfin complet. C'est-à-dire
le 3e livre d'armée qui présentait les armées présentes dans les livres, la trilogie de Tolkien, ainsi que les règles des Legacy, donc des figurines un peu spéciales, et surtout le Match Play Guide, les 24 scénarios. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a eu 6 gros mois où il y avait 2/3 des armées, 2/3 des figurines et un quart des scénarios. Donc voilà, c'était assez horrible. Et là, très récemment, à la rentrée, on a eu la joie de découvrir un premier supplément consacré à War of the Rohirrim, dont on pourra parler peut-être un peu plus tard, supplément uniquement narratif et modélisme. Donc voilà pour tout simplement voilà, les données initiales, comment s'est présentée cette V7. Donc on voit bien que Games Workshop a quand même pris son temps. A noter aussi, et je vais m'arrêter de parler avec ça, que on a eu le droit à une vingtaine de figurines quand même sorties depuis le début, donc des héros, des troupes, on n'a pas été en reste en termes de sortie de figurines, je trouve, pour un petit jeu édité par Games Workshop. Alors on est loin des rythmes de 40K, OS, etc. Mais il y a eu une vingtaine de sorties, à la fois des resculpts et des nouvelles figurines qui n'avaient pas de profil. Donc voilà, les faits récapitulés, les sorties récapitulées. Maintenant on va donner un petit peu nos commentaires et les commentaires de la communauté d'une façon générale sur ce qui est sorti, sur comment ça s'est passé, ce qu'en ont pensé les gens, comment ça a été reçu. Et on va commencer par parler du fait que cette édition a été, ou non, basée principalement sur les films. Donc c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, on va dire, à notre échelle de petite communauté. Mais en fait, comme Games Workshop a annoncé cette séparation dont vient de vous parler Raphaël, entre 2 livres sur les films et 1 livre sur les livres, ça n'a pas forcément été d'une part très bien compris par la communauté, puisque bon, tout ça c'était dans des posts qui étaient séparés par des semaines, qu'il fallait aller pêcher parmi 40 000 posts sur Warhammer 40 000 et Warhammer en plus, puisqu'on est un petit jeu pour Games Workshop. Et donc il y a eu cette impression qu'en fait, l'édition allait être uniquement sur ce qui se passait dans le film. Et donc on allait perdre énormément de choses. Et comme vous voyez, c'est aussi un petit peu une confusion par rapport au Legacy. On a aussi eu l'impression qu'on allait perdre plein de choses, puisque Games Workshop a annoncé, on va vous expliquer plus en détail ce que c'est Legacy juste après, mais a annoncé qu'un certain nombre de figurines allaient être pas mises de côté, mais allaient commencer à prendre une espèce de semi-retraite, on va dire. Retraite anticipée, ouais. Et du coup, il y avait un petit peu de confusion et les gens pensaient en fait qu'on n'allait plus voir tout ce qui est du livre, et notamment par exemple Arnor, Angmar, ce qui était particulièrement ironique puisque c'était le dernier supplément de la V6 qui était sorti, Oui. Presque en même temps que la V7 quelque part. On va pas commenter aujourd'hui le rythme de ce sortie de Rise of Angmar, mais voilà, il y aurait des choses à dire. En tout cas, il y a eu des peurs, quoi. Voilà, il y a eu beaucoup de peurs, de perdre ses armées des fiefs, de perdre ses armées de nains, plein de choses comme ça. Donc déjà, ça c'était un petit peu une première confusion qui existait. Parce que en fait, avant que tout ça ne sorte et pendant la période où les 2 premiers livres étaient sortis, mais pas encore celui de Armies of Middle-earth, il y avait beaucoup de confusion en fait sur ce qu'était ce plan de Games Workshop, alors qu'il était annoncé dès le début. Alors, est-ce que c'est le cas ? En fait, pas vraiment. C'est pas une édition qui est basée plus sur le film qu'avant, finalement, puisqu'il y a ils ont dû diviser l'entièreté de leur profil et de leurs armées en 3 livres. C'est une façon de le faire. Ils avaient déjà fait une division entre Seigneur des Anneaux et Hobbit dans l'édition d'avant, mais bon, qui incluait les livres. Sachant qu'en plus, il y a Guerre des Rohirrim qui auront les choses encore plus confus, puisqu'ils l'ont rassemblé avec Seigneur des Anneaux. Oui. C'est vrai qu'à la limite, ce qui est gênant avec ce découpage, c'est qu'on se retrouve avec plein de documents à consulter dans tous les sens. Il y a 3 livres, 2 PDF. Alors c'est vrai que la V6 avait créé un précédent, chaque supplément apportait son lot. J'ai quand même envie de dire, je vous disais que je suis là depuis assez longtemps, etc. Et j'ai pas l'impression que ce soit une édition qui... Bon, en même temps, on a eu qu'un seul supplément pour l'instant, qui ne contient même pas de profil. C'est ça, on verra. Mais pour l'instant, il n'y a que 3 livres. Quelque part, quand on pense à l'histoire du jeu, c'est rare qu'il y ait aussi peu de choses à consulter pour avoir l'ensemble des choses. Ouais. Ça fait 3 gros livres, c'est vrai. La V6, si vous vouliez vos profils, il y avait 10 suppléments. Donc une armée pouvait être sur. C'était impossible sans builder, hein. Tu peux pas. C'est ça. Heureusement qu'on a les builders. Shout out à tous les gens qui font leur builder. Les gens d'MSBG Army Tracker là. Ouais, ça c'est pareil. De toute façon, ça existait déjà en 2012 ce genre de builder. Et c'était déjà tout à fait nécessaire. Quoi. À moins que tu connaisses par cœur ton armée et que tu puisses faire sur papier.
t'as besoin de ça. Je dirais juste, pour aller un peu plus avant dans cette idée, que le problème, on va dire, de construction, il n'était pas tant à l'époque des 6 premiers mois avec les armées du Hobbit et les armées de Lord of the Rings, puisqu'on avait des listes d'armées qui étaient déjà quasiment entièrement faites. On pouvait jouer. Hein. Et qu'on pouvait déjà jouer. Et les figurines en question étaient dans les 2 livres. Le problème, ça a été le 3e livre, Middle-earth, qui a ajouté les 2 pages consacrées à on va dire, la répartition des figurines du livre. Ouais, ça dans les pages Légion voilà. of Middle-earth, c'est complètement Kurt, ça, la page 116-117, il faut pas y aller. Hein. Et le souci, il est là en fait, c'est que les livres étaient très clairs, mais le cloisonnement et la volonté de faire en sorte que certaines figurines soient jouables dans une seule liste et pas dans une telle autre, ça a rendu plus difficile par rapport à une V6 où finalement les figurines qui n'étaient pas incluses dans une liste avaient elles-mêmes le paragraphe dans leur profil même. Oui, je pense à Helm du Rohan, qui lui évidemment n'était pas jouable avec qui que ce soit d'autre, et bien c'était inclus dans son profil, il était écrit Alliance Rouge avec n'importe qui. Donc je pense que la difficulté, on va dire, de construction de liste, elle est quand même un petit peu plus grande, on va dire, en tout cas en ce début de V7, de ce point de vue-là uniquement, hein, évidemment, du point de vue uniquement de on va dire, de retrouver les profils qui sont inclus dans chaque figurine et dans chaque armée. Et c'est pour ça que justement les builders sont excellents, c'est parce que justement ils viennent éclaircir la question. Ouais, sachant qu'en plus, parce que donc il y a cette double page qui dit quelle figurine va dans quelle armée, qui est sortie dans un bouquin d'avant, donc qui est déjà pas très pratique, mais ce qui n'existe pas, c'est l'inverse. En fait, c'est pour chaque armée quel profil s'y rajoute. Donc ça, il a fallu que des gens de la communauté fassent une liste. Et ça, c'est pareil, on est tous là à devoir aller checker une image sur Discord ou sur Facebook. Ils l'ont fait par figurine, alors que par armée, ça aurait été plus malin. Bah, il faudrait les deux dans un moment. Ou les deux. Donc c'est sûr que les tableaux. ça fait un peu bizarre d'avoir... les informations sont pas bien rassemblées pour l'instant. Ce qui est ironique finalement sur ce côté édition focus sur les films, c'est qu'effectivement, ils ont sorti les premiers bouquins avec des listes d'armées qui omettaient certains personnages parce qu'ils n'étaient pas dans les films. Je pense à les Hommes de l'Ouest par exemple. Donc on a bien Aragorn, Éomer, Legolas, Gandalf, mais on n'a pas Imrahil par exemple parce qu'il n'est pas dans les films. Et donc on se dit c'est une liste qui représente Men of the West, donc les Hommes de l'Ouest du film. Sauf qu'on achète le 3e bouquin, d'un coup on peut rajouter Imrahil dans la liste. Donc en fait, on sait plus très bien sur quel pied danser en termes d'adaptation, ce qui moi je trouvais bien, hein. Comme ça on peut adapter ce qu'on veut en fait, et ça laisse de la place à la construction de listes ou à faire des what if un peu dans un cadre un peu narratif. Mais ça donne une version un peu boiteuse de certains points de vue. Ça. Il aurait manqué des informations, ou il aurait manqué un dernier PDF qui récapitule tout, ou un truc comme ça. C'est ça, et puis on va encore... Enfin, vas-y. L'ajout des figurines du livre Middle-earth dans les livres Lord of the Rings et The Hobbit donne l'impression de pièces ajoutées qui n'étaient pas pensées pour les règles d'armée dans les livres en question. Ça dépend. Le problème inverse existe aussi parce que quand tu regardes par exemple l'armée du Harad ou l'armée des Corsaires telle qu'elle est publiée dans Armies of the Lord of the Rings, donc le film, il n'y a rien, c'est ça, il y a rien, tu sens qu'ils attendent qu'ils rebalancent les 10 profils dans un Corsair Fleet sans les arbalétriers, c'est pas une armée quoi. Les Haradrim, il y a juste un moment que tu prends un terreau à on va dire c'est les deux exemples qui sont, on va dire, qui contredisent un petit peu ça, mais je pense aux armées, aux grandes soupes où il y a après tous les profils, on n'a pas l'impression que les profils viennent ajouter quelque chose, on a l'impression juste que c'est une liste en plus qu'il fallait les mettre parce que ils étaient présents, mais que la liste n'avait pas été pensée par rapport à un équilibrage. Finalement, la logique de Games Workshop, c'est que dans une liste, on met tous les gens qui étaient au même endroit au même moment. Voilà. Ce qui est bien, hein. Oui, mais il le justifie de manière autre, quoi. Et je trouve le paradoxe il atteint quand on rajoute les legacy. Une armée comme Légion du Mordor, donc si on ouvre que le bouquin initial, on va jouer que des orientaux non nommés, des orques, etc. Quand on rajoute Légion armée de la Terre du Milieu, on va pouvoir jouer des Numénoréens noirs, on va pouvoir jouer Amdur, Suladan, et quand on ajoute les Legacy, on ajoute des demi-trolls. Donc à chaque fois, on gravit un pas dans l'échelon du blender géant, et c'est mal justifié de la part de Games Workshop. Mais c'est très agréable pour nous joueurs. Justement, peut-être passons à la question des Legacy, qui est un autre problème un peu polémique. Oui, à propos de demi-troll, parlons d'un gros troll, pas un demi-troll, un troll entier. Oui, tout à fait, parce que donc cette V7 s'est accompagnée d'une grande frayeur auprès des joueurs qui ont cru pendant, on va dire,
pratiquement 8 mois. 8 mois de doute par rapport à ce que seraient les Legacy, puisqu'on a appris le 29 octobre de l'année dernière qu'on aurait des figurines qui seraient, alors là, mises dans une nouvelle catégorie, la catégorie Legacy, et alors là, tout le monde a crié... Les gens ont cru que c'était que la cette fin catégorie s'appelait la poubelle. Exactement. C'est ça, la poubelle. Ce qui n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit que ce serait la fin des figurines. La seule des figurines, oui. La seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'on produirait plus les figurines. Et produire les figurines, tout à fait. Je pensais au profil. D'ailleurs, c'est la raison même de leur existence, c'est parce que Games Workshop, décidant que certaines figurines n'étaient plus intéressantes à rééditer pour X ou Y raison, a décidé que ce serait le critère, on va dire, de Legacy. Un des critères. J'ai l'impression qu'il y en avait quand même tout un tas. C'est un peu dur de faire la liste, mais il y a le côté les figurines sont trop vieilles. Il y a le côté ça n'existe pas dans le livre ou dans le film. Alors bon, ils gardent certains de leurs propres inventions qui sont dans le livre et dans le film, comme tu parlais des orientaux, c'est eux qui les ont inventés. Oui, mais oui. par exemple les Dune Ending, qu'ils avaient aussi inventé récemment, Gorulf Ironskin et Trida. Mais moi j'y croyais pas du etc. tout. Je pensais que les nouvelles figurines Forgeworld allaient être épargnées. Donc il y a le côté est-ce que ça existe dans le film, le côté est-ce que les figurines sont encore vendables, et le côté, je pense pour certaines aussi, est-ce que ça représente bien, par exemple c'est vrai que Moore et Gamling, ils existent techniquement dans le film, on les voit vite fait, bon aussi vite fait qu'un mec comme Irolas qu'on voit 2 secondes, ou Gagalat d'ailleurs. Oui, sacré Gigalat. Peut-être qu'il y a aussi un petit côté de nettoyage pour permettre plus tard l'adaptation plus clean de tout ça. Donc beaucoup de critères. C'est quelqu'un qui a de Games l'espoir qui Workshop, parle là. Oui, mais Games Workshop n'a pas très bien expliqué leur choix et ça a causé beaucoup d'inquiétudes. Les gens trouvaient ça très injuste que tout à coup des gens qui ont acheté, qui ont dépensé 400 balles pour acheter une armée de camp en métal, il l'est plus quoi. Oui, c'est c'est tout sûr, à fait. c'est sûr. Ben, ce qui est assez marrant, c'est que, toi tu le sais, David, c'est-à-dire que le jeu existe depuis très longtemps et il a toujours eu la même forme, quoi. C'est-à-dire que les figurines n'ont fait que s'empiler d'édition en édition. Et là, depuis la V7, en fait, les joueurs de MESBG ont découvert un peu de manière effarouchée ce qui arrive dans tous les autres wargames de Games Workshop. Dans The Old World, il y a la moitié des factions qui sont en légende. Dans Warhammer 40 000, il y a des personnages qui meurent dans le lore et ils passent dans la catégorie légende aussi. Donc c'est normal dans la vie d'un jeu qu'au bout d'un moment il y a un recyclage de certains profils en fonction de la volonté de l'éditeur ou de certaines figurines. Ça se comprend, disons. Et d'autant plus que certains, peut-être, honnêtement, étaient un petit peu bizarres. Je sais pas si le Warg Marauder... Mais moi j'avais 12 Stormcaller Elf de la Lorienne et je les jouais à chaque fois. Stormcaller, mais qui était attaché à cette figurine? Oui. Ouais, on l'imagine pas forcément très bien dans Océan Zeno, le Stormcaller. Oui, c'est ça, c'est un druide de Donjons et Dragons. Ouais. Mais alors peut-être pour rentrer un peu au-delà du côté de l'éditeur du jeu, il y a aussi les Legacy dans l'équilibre du jeu lui-même. Oui. En fait, quand les Legacy sont sortis, il y a eu une grande peur qui s'est propagée dans la communauté, qui était de dire qu'il y aurait... C'est la 4e fois qu'on dit ça à peu près. C'est ça, mais oui, mais il y a beaucoup de peur vrai. Et c'est légitime aussi. Puisque ce sont des figurines qui ne seraient pas mises à jour, elles seraient déséquilibrées, les profils vite faits, et donc certains tournois les autoriseraient, d'autres non. Et donc ça créerait 2 méta. C'est ça, il y a eu la peur d'une méta à double détente. Et c'est un peu ce qu'on a vu justement, l'Ardacon, qui est un grand tournoi en Angleterre. Peut-être récapitulons en fait ce que c'est qu'une Legacy, où est-ce que c'est permis et où est-ce que c'est pas permis. Et ben justement, c'est ça, les Legacy, en réalité, c'est permis dans 95% des tournois. Voilà, ce que Games Workshop avait annoncé, c'est que ça ne serait plus admis dans les tournois officiels de Games Workshop, et en fait il y en a un. Donc il y en a, mais c'est même pas officiellement Games Workshop. D'accord. Enfin si, il y a les tournois Warhammer World, mais ça compte pas. Et donc en fait, déjà, on peut dire, pour les Legacy, faites comme si c'était pas là, quoi. Faut les jouer. Il n'y a aucun problème à les jouer des chars de Khand, voilà. Alors d'ailleurs, moi j'ai aussi un avis différent. Enfin, on digresse, hein, mais sur le fait que justement les Legacy sont plus difficiles à jouer parce que c'est des figurines non produites. Moi je trouve que c'est très bien, au contraire, parce que ça permet d'acheter des trucs en 3D et d'être plus libre sur quelle figurine je joue, tu vois. Des chars de Khand, je peux les jouer d'autant plus facilement qu'il n'est pas produit. Tu vois, j'ai moins de scrupules à le faire imprimer en 3D plutôt que d'aller le chercher à 100 balles sur eBay. Parce que, entre guillemets, il n'y a plus de figurines officielles. Donc voilà, c'est une logique où je me suis dit, mais en fait, ça rend certains trucs beaucoup plus simples. Les demi-trolls, plutôt que d'avoir 2 poses toutes nulles, je peux acheter, voilà, il y a des trucs trop bien. Je me suis dit, mais c'est pas mal en fait. Ça s'entend.
C'est Mais sûr toi, que t'es Games pas Workshop d'accord, avait toi, pas- t'es pas non, non, d'accord. si, je suis d'accord. Mais c'est sûr que pour le coup, ça fait pas partie du plan de Games Workshop, ça, cet aspect-là. Non, bah oui, Là, et c'est vrai que Games Workshop a pu vouloir interdire les legacy et bon, abréger d'autres trucs dans cette édition pour réduire l'impact des imprimeurs 3D, notamment les conversions et tout. Mais c'est vrai que aussi ça ouvre la porte à d'autres gammes de figurines. Oui, Voilà. puisque c'est... Ouais. Faut aller voir La Forge sous la montagne. Faut Voilà. aller voir. Voilà, on va devoir taguer vidéos. cette vidéo en collaboration commerciale. Mais non. Et peut-être, enfin, bon, j'ai un dernier truc à dire sur Dis, les vas-y. legacy, hein, parce que dans les faits, ça ne pose pas de problème pour le jeu. Ça ne fait qu'enrichir Parce les que, armées. donc, disons, rappelons aussi les faits. Du coup, donc il y avait une énorme peur. Il y avait une certaine peur que on ne sache pas quoi en faire, que ce ne soit plus joué. Et finalement, la communauté, sans vraiment gros problème, s'est dit qu'à peu près partout les legacy allaient être acceptés. Donc pour l'instant, voilà, expliquons Oui, qu'en fait les c'est legacy sont tout à fait acceptés Puis dans les tournois. J'avais même et vu dans passer les des posts parties amicales. de la Fédération française ou de la JBHL qui se disaient tiens, mais on peut peut-être faire des FAQ maison unifiées au niveau international. Moi, j'aimerais bien parce que sinon, je trouve qu'elles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas à l'échelle de la communauté internationale. Mais bon, c'est encore un autre truc. Si on unifie les legacy pour faire des FAQ, typiquement comment marche le roi doré d'Abrakan, quel est J'allais le dire- sort de Gildor, il a Paralyze qui n'existe J'allais dire plus. justement, ouais, c'est en fait la figurine qui a attisé toutes les haines, on va dire, de cette sortie des Legacy, ça a été le Roi Doré. Puisque sinon, à part ça, en fait, il n'y a pas vraiment de figurine qui, enfin, pour moi, même si le Roi Doré pour moi ne casse pas le jeu, mais disons que s'il y en a bien une qu'on devait sortir comme exemple pour dire une figurine qui, en Oui, effet, c'est ça. est très forte par rapport à ses règles et qui en plus est Legacy, c'est le Roi Doré Ouais. qui a des règles qui sont complètement hors du jeu. Mais Oui, c'est- et qu'on a du mal à interpréter. Hein. On sait toujours pas En s'il plus. peut être target par les attaques Exactement. brutales. Et j'ai envie de dire, oui, le Roi Doré, d'accord, est très, très, très difficile à affronter comme figurine, mais enfin, il y a beaucoup de figurines dans le jeu qui le sont aussi, et c'est... S'il Oui, était, c'est ça. s'il était dans Moi, je Army trouve of que Middle Guaire, on Earth- devrait l'enlever du jeu. Exactement. Je veux dire, si il était dans Army of Middle Earth, personne ne critiquerait. Je veux dire, on Mm. dirait que c'est une horrible figurine, Oui. Ouais. mais on ne mettrait pas en doute l'existence même des Legacy pour autant. C'est uniquement parce qu'il fait partie des Legacy que certaines personnes ont décidé que les Legacy étaient synonymes de on Ouais, break c'est le la jeu, cible un peu, là. C'est ça. on, Sachant qu'en plus les Legacy ont été honnêtement un petit peu décevantes, puisqu'il y avait très peu de changements, alors que les gens pouvaient attendre un petit peu de mise à jour Oui, des profils c'est rien d'une passé, part, hein. et en plus, bon, certains profils sont un petit peu vitaux, notamment tout ce qui est Arad, puisqu'on a quand même besoin des gardes dorés, des rois du roi doré des Ouais. gardes du roi doré d'Abrakan, Mhm. il y a quoi Oui. d'autre, les gardiens de Karna, tout ça c'est oui, utile. c'est la variété des Il profils y en a fait. beaucoup, C'est ça. enfin personne ne les jouera jamais, les gardes nord de Après- Barad-dûr, question méta. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Après, moi, j'ai Voilà. quand même 3 exemples de figurines Legacy qui posent problème dans la construction des Ah, je listes. sais où tu vas aller. Voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on parle des piquiers de Lamrot qui ont été, alors pour une obscure raison pour le coup, mis en Legacy. Et qui Bah, permettent, enfin, on va pas s'étendre sur les raisons à mon avis, mais disons que c'est étonnant qu'ils aient pris celle-là plutôt qu'une autre. Mais si on ajoute ça à la liste des fiefs, ça rend les fiefs beaucoup beaucoup plus forts, voire jouables, Mm. par rapport à s'ils sont Oui. pas là. Hein, parce C'est que tu remplaces tous tes lanciers. Mais mais là, je pense que c'est plus une erreur de Games Workshop eux-mêmes. Oui. Parce que construire une liste où finalement la figurine essentielle Ouais, c'est ça, le problème. est, entre guillemets à la poubelle, enfin je dis à la poubelle alors qu'on sait très bien que c'est pas une poubelle, hein, Oui, mais oui, mais c'est une erreur de leur part. c'est pas très malin. Mais ils sont pas très malins. sur Oui, plein de mais là choses. c'est Sans très ça, dommage pas parce que respect, on va pas se mentir que... ils invitent les joueurs à jouer des Los Arnak en deuxième rang, sauf que le Los Arnak C'est non, nul. merci. Non, mais voilà, merci, mais t'es- le t'es Los obligé Arnak, de tu prendre compares, Forlong, tu compares c'est bon sang. le piquet de Lamrod qui coûte pour un point de plus, qui a un potentiel combat 5, qui a une pique qui est meilleure qu'une lance, qui a une meilleure intelligence, je crois. Enfin, Mais surtout, il a les bons mots-clés dans la Il a les construction de bons liste. Il mots-clés, suffit de prendre un capitaine pour faire c'est- proc le plus 1 pour blesser, alors que si tu prends des Lossarnak qui sont en deuxième rang, il faut un héros de Lossarnak qui charge. Donc il faut Forlong qui charge. Enfin, c'est pas possible, quoi. Mm. Deuxième exemple, Grimbold, qui apporte les... comment ils s'appellent là Les Elmingas, les Elmingas, qui ont donc des guerriers du rang en force 4. c'est moins vital quand même. C'est toujours un C'est bonus c'est moins sympa, vital, mais je pense à une liste en particulier qui est celle de Ah la garde oui. de Non, Théodred. ok, c'est vital. Les Guélisins, en V7 les Guélisins. Oui, dans une armée du Rohan de base, tu vas pas prendre Oui, non, Grimbold. non, ça, c'est vrai. Mais il est essentiel pour jouer la garde de Théodred, donc l'armée des Guélisins en C'est V7 je crois. C'est C'était ça, en c'est V6 ça. garde de Ouais. Théodred, maintenant c'est Lisins. Voilà, ça c'est très fort, t'es obligé de les jouer, donc t'es obligé d'avoir recours au Legacy. Et dernier truc, D'ailleurs, Ça d'ailleurs, oui. juste pour dire un truc, cette armée des Guélisans, pour vous rendre compte un petit peu du bordel, alors il y a 3 héros nommés dedans, Théodred, Elfhelm, Grimbold. Théodred, il est dans Armies of the Lord of the Rings parce qu'il est dans le film.
Elfhelm, il est dans Armies of Middle-earth parce qu'il est dans le livre, et Grimble, il est en Legacy. Donc, enfin, faut aller les chercher pour la construire cette petite liste. Et troisième exemple qui pose problème en Legacy, c'est Erestor. Donc ce petit héros elfe. Ah bah pour moi, c'est vrai qu'il change beaucoup de choses. À mon avis, un autre. Bah attends, je vais finir mon truc et puis tu nous diras quelle est ta pépite des Legacy. Moi, le problème que j'ai avec Erestor, c'est enfin, j'adore la figurine, j'aime bien le profil, il est très chouette. C'est qu'il débloque, et là, c'était vraiment pas prévu par Games Workshop, à mon avis, la liste Ultime Alliance, qui oblige à avoir un héros nommé de Numénor et un héros nommé au Elfe. Or, Erestor est bien un héros unique au Elfe, du coup tu peux le jouer à la place d'Elrond ou de Gil-galad, et donc de gagner quasiment 100 points dans l'affaire, ce qui fait que les meilleurs builds de l'Ultime Alliance, qui rendent en fait la liste beaucoup plus forte, beaucoup plus jouable, voire assez compétitive, c'est de jouer Isildur pour avoir ton héros nommé de Numénor, et Erestor, vraiment pas cher, avec des capitaines elfes, et ensuite vogue la galère, tu prends que des elfes et tu roules les 6. Et voilà, pour moi c'est le problème d'Erestor, parce qu'il fait vraiment jouer la liste différemment. Si t'es bloqué avec Gil-galad ou Elrond, c'est pas la même, quoi. Ça c'est un problème pour l'exemple des restaurants, en tout cas c'est sûr que c'est quelque chose de plus technique qui concerne le joueur très méta, etc. En fait, alors que les Legacy n'affectent pas que ça, complètement. mais ça affecte tout au niveau de jeu du coup. Et Erestor c'est pour moi le truc vraiment non prévu par Non Games mais c'est Workshop. vrai, c'est les trois meilleurs. Donc toi tu pensais à quoi? Ouais mais en fait c'est pas la même chose, c'est juste qu'en fait c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est Gorulf dans Army of the White Hand qui certes ne casse pas le jeu ou quoi que ce soit, mais qui on va dire vient ajouter une figurine. Oui, la liste avait pas besoin. La liste avait pas besoin, c'est ton frappeur. C'est ça, un frappeur 3 attaques C5 qui a des règles qui permettent de contrer les héros encore avec Grima. Mais après armée de la main blanche, voilà, on en reparlera, on pourrait parler 3 heures dessus, mais oui, elle avait pas besoin de Gorulf pour être très forte. Mais c'est pas le même niveau que les autres, puisque les autres on va dire ont clairement leur gameplay bouleversé par ça, alors que là c'est juste un petit bonus dont on n'avait pas forcément besoin d'une liste assez méta. Mais au moins, on peut jouer l'expédition de Balin. Et la liste est pas nulle, hein. Expédition Alors, de Balin, on l'a joué un peu cet été. C'était cool. C'est moins fort que Khazad-dûm. C'est surtout le truc que, les deux héros qui étaient censés ajouter quelque chose, donc Oin et Ori, étaient complètement injouables, sont complètement injouables tel que c'est écrit, puisque leur mot-clé ne marche absolument pas. Oui, c'est vrai qu'ils ont que des règles avec ils gagnent eux-mêmes le mot-clé. C'est ça. En fait, eux, ils ont le mot-clé Erebor, leur règle affecte les mots-clés Erebor, et la règle d'armée leur donne le mot-clé Khazad-dûm. Mais ça ne change pas le fait que leur règle avec le mot-clé des Erebor affecte personne dans l'armée. Donc bon, bien sûr, on a compris... C'est l'esprit de la règle. Non, mais l'esprit de la règle... Il n'existe pas. Cette phrase a des grosses limites, on le sait tous. Mais voilà, c'est aussi cool que la communauté s'occupe de cette legacy pour pouvoir pallier ce genre de petits problèmes qui peuvent rester et faire des FAQ en fait, tout simplement. Oui, complètement. Mais bon, peut-être assez parlé des legacy, on va avancer un peu de grudinerie en grudinerie. Et justement, à propos de la volonté de Games Workshop, le prochain sujet qu'on voulait aborder, c'était un petit commentaire peut-être du rythme de ces sorties, de la communication, qu'est-ce que Games Workshop, éditeur de jeux, a proposé à nous, à la communauté, donc les joueurs. On l'a vu un peu avec le récapitulatif au début, il a quand même fallu attendre 7 mois avant d'avoir le tiers manquant du jeu et les 3/4 des scénarios. Et aussi 7 mois à ne pas savoir ce qu'allaient être les Legacy. Je trouve que c'est aussi ce qui est important. On savait qu'il y aurait 24 scénarios. Donc voilà, on attendait, mais on savait à peu près ce qui allait arriver. Au contraire, on était peut-être un peu excités parce qu'il y en avait des 6 nouveaux. Oui, mais les Legacy, on savait pas. Ils nous nourrissaient pas grand-chose, quoi, en plus. Parce que quand ils nous ont montré les nouveaux scénarios, ils étaient super, tout le monde était content. Alors en plus, ils auraient pu montrer ça un petit peu en avant. En plus, à cette époque-là, ils sortaient des articles sur des 3 scénarios par film. Et du coup, on voyait popper un article de Games Workshop sur Nouveauté Seigneur des Anneaux. Et c'était 3 malheureux scénarios. 3 scénarios narratifs des 2 tours, ça va 2 minutes. Oui, c'était l'article qui donnait de l'espoir, mais c'est ça. Et en plus c'est même pas nouveau, quoi. Ils prenaient que les scénarios les plus basiques pour être les plus représentatifs, donc du coup tout le monde les avait joués 40 fois ou avait 40 versions de ce scénario dans ses anciens livres. Il n'y a même pas de règle spéciale dans ces scénarios en plus. C'est juste ils te disent vous pouvez jouer ça. Donc maintenant faites-le. C'était pas vraiment le casse-croûte pour pallier à notre faim qu'ils pensaient que c'était quand ils nous donnaient ça. Oui, c'est ça. Mais pour moi en fait le truc c'est que Games Workshop aurait dû faire la même chose en l'annonçant, et la pilule serait beaucoup mieux passée pour la communauté. Et là je comprends qu'il y ait des rancunes envers Games Workshop, quoi. Laissé dans le vide. J'entendais beaucoup de gens critiquer, on va dire, la non-parution, on va dire, des 3 bouquins en même temps. Et c'est vrai que c'était très dommage le fait qu'on n'ait pas Army of Middle-earth et Legacy en plus à côté de ça. Mais pour moi en fait ce qui a vraiment été le plus difficile, je pense, au début de cette V7, ça a été les 6 scénarios, puisque finalement c'est sur ça qu'on s'affrontait, et
On a pendant très longtemps pensé que la méta était figée pour des raisons uniquement de liste, alors qu'elle était figée en raison de scénario. Bah oui, c'est ça, tu jouais Garnison de Dale, Main Blanche et Balrog, et t'avais les 3 quarts des listes, quoi. En gros, sur ces scénarios-là, ce qui était fort, c'était le tir. tir et avoir des bannières. Voilà. Puisque c'était des scénarios qui... un tiers avait des points bannières, genre jusqu'à 4 points bannières, et en plus, c'est des déploiements bien loin. Et tu te retrouves avec des aberrations au WTC, des scouts de Gluck avec 3 bannières, quoi. Au bout d'un moment, ça va. Bah, et pour moi, l'exemple, on va dire, symptomatique de ça, ça a été une liste comme Defenders of Helm's Deep, qui encore est jouée aujourd'hui, mais on en voyait énormément en début de V7. Trop, hein. Et c'est pourquoi ? Parce que tu avais des héros peu chers, des héros qui tirent bien, comme Aldir et Legolas, et du tir elf, ce qui est le meilleur tir du jeu, avec du javelot, avec Aldor évidemment. Et tu couplais à ça le fait d'avoir plusieurs bannières pas chères des Rohirrim, et tu avais la liste, on va dire, qui était une des plus représentatives de ce qu'était la V7 en ce début de... Et en plus, le paradoxe, c'est que comme c'était un début de version, les gens ont voulu voir ce que compétitivement ça donnait par rapport à la V6, ils ont voulu s'y frotter, quoi. On était tous sur les starting blocks et on s'est retrouvés, notre élan était coupé c'était très pas terrible, vite, quoi, parce que, ça vraiment c'était pas terrible. Et en plus il y avait plein de gens qui avaient tout simplement pas possibilité de jouer soit leurs armées, soit leur armée préférée. Exactement. C'est ça. Tu joues Arnor, Angmar et Khazad Dûm, bah tu fais quoi pendant 7 mois? Tu fais rien, quoi. Ils avaient, en fait, tu jouais, mais... Enfin, si, Arnor, en fait... je mens, parce qu'Arnor, ils avaient le... il y avait le petit PDF pour mais il a fallu attendre 7 mois pour que la coquille de Gulavar soit corrigée. Il bougeait de 6 pouces, mais parce qu'ils ont fait un copier-coller de l'ancien profil. C'était évident, et les gens ont voulu croire que c'était une espèce de rééquilibrage, mais c'était la seule figurine avec des grosses ailes, à part le Balrog, qui bougeait pas. Enfin, au bout d'un moment, ça crevait les yeux, quoi. Maintenant, tout va bien, il est sorti dans chaque tournoi, il fait des top 1. Et Gulavar est de retour. Non, mais moi, en plus, je venais d'acheter Gulavar parce qu'il l'avait ressorti avec le supplément Rise of Angmar en V6. Rassure-toi, tu prends l'autre, c'était des vacances de Gulavar. Non, mais c'est ça. Terminé. Non, mais il y a eu des braves qui l'ont sorti en mouvement 6 pouces, je dis pas. Mais bon, voilà. Bizarrement, c'est pas le même qui le ressort aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Enfin voilà, donc c'était assez drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette roadmap peut-être sur le supplément qui vient de sortir? Oui, qui clôt la roadmap. Déjà, en parlant de roadmap, le problème c'est qu'on n'en a pas, quoi. Oui, alors ça c'est sûr. On vous parle de il y a quelques mois où effectivement on savait pas quand ça allait sortir, mais même maintenant, le supplément, le journal des Rohirrim, donc qui d'ailleurs, enfin, c'est pas un supplément, c'est un journal, je sais pas exactement si un journal est un supplément. Ils reprennent la terminologie qu'ils ont dans d'autres jeux, hein. Dans The Old World, ils appellent ça aussi les journaux, les suppléments. Est-ce qu'ils changent pas de nom, surtout parce que c'est pas comme les suppléments de la V6 qui eux contenaient des nouveaux profils. Parce que là en fait ce supplément honnêtement il a déçu les gens puisqu'il contenait pas de nouveaux profils. Et il était accompagné de nouvelles figurines, donc pour les profils qui existaient déjà. Pire que déçu, c'est-à-dire que c'est un P dans la mare, quoi. Il a rien fait ce jeu. La conversion de Moumak est magnifique. Non, mais tu veux la faire toi-même. La conversion est magnifique, mais c'est quand même un guide où ils t'apprennent à... Donc ils te disent achète la maison du Rohan, découpe le toit, donc ça vaut 40 balles hein, la maison du Rohan, découpe le toit, et hop t'as une maison avec un toit brûlé. Retrousse-toi les manches, prends ton Moumak, coupe-le en 58 morceaux. Alors on peut être très positif en disant que c'est un retour aux sources des premiers suppléments et des premiers livres en fait du Seigneur des Anneaux. En Back to 2002, il y avait des tutos hobby, etc. Ouais, mais bon, c'est un article White Dwarf qu'on aimerait avoir tous les mois dans un White Dwarf. Dans un White Dwarf, quoi. On voudrait que ce soit ça, ce serait très bien dans un monde où on aurait une sortie plus qu'une fois par mois et plus que le scénario de Les Deux Tours. C'est ça. Et ce qui est doublement frustrant, parce que on l'a quand même ce supplément, on l'a acheté, on a fait nos aficionados, mais c'est que tu regardes, donc il y a une campagne narrative pour rejouer les événements de War of the Rohirrim. Et là-dedans, tu as en fait toutes les armées qui sont présentes. Tu peux jouer donc les usurpeurs d'Edoras avec un Moumak et des guerriers orientaux, Aradrim, tu peux jouer Frealaf qui vient sauver Hera, etc. Donc on sent que dans ce supplément, il y avait plein d'idées pour faire des listes d'armées tirées du film. Et pourtant, ils nous en ont donné que 2. À chaque fois. Avant que tu dises ça, j'aimerais juste dire un truc, justement, puisqu'on en est sur War of the Rohirrim, on a quand même eu une liste, enfin 2 listes même on pourrait dire, avec Edoras et Hornburg, qui ont été pratiquement injouables parce que Games Workshop a décidé de faire de la rétention de figurines pendant quasiment un an. 2 listes Rohan. Oui. 2 listes Rohan, je veux dire. Il n'y avait pas Helm. Ils ont sorti la V7 au moment de la sortie. Ils ont retiré le Helm qu'il y avait en plus. Oui. Si, alors. Ils ont sorti la V7 au moment de la sortie des films pour ne sortir les figurines consacrées à cette sortie des films qu'un an après.
C'est Ouais, quand même... quasiment un an. Et c'est- en plus, j'allais dire, mais non, la liste Hornburg, donc défenseur de Hornburg, elle était jouable parce qu'ils ont sorti Hera, épouse de la mort, là, C'est ça. et Papy Helm fou, c'est son nom officiel. Mais en fait, non, parce qu'il manquait Lilith, manquait et Lilith, il manquait Halloween, si tu Alors, voulais jouer l'armée. certes, la version la plus méta de la liste était jouable, mais quand on voulait jouer une liste, on va dire juste purement scénaristique, Oui, jouer l'armée, quoi. jouer- C'est-à-dire jouer l'armée, jouer et Papy et le on se fiston, c'est retrouvait, pas on se possible. retrouvait à ne pas pouvoir jouer. Bah, on a joué pendant quasiment un an une armée des deux races constituée uniquement des deux frères, et spoil, c'était pas bon. Bon, c'est pas bon encore aujourd'hui, mais ça l'était encore moins avant. Oui. Et seulement un an après, on a droit aux figurines qui sont certes magnifiques, mais c'est quand même un peu tard pour Oui. sortir des Moi, figurines. j'ai deux choses à dire du coup, juste pour prendre un petit peu de recul. Donc, on parle de toutes ces entre guillemets erreurs de Games Workshop. Bon, c'est probable que ce soit bien sûr des contraintes de leur part, puisque c'est bien sûr pas très logique de, comme tu dis, de sortir des figurines 6 mois après le film, quand c'est complètement passé de mode. En théorie, c'est pas ça qu'on fait, Voilà. quoi. Mais ils l'ont fait quand même. Pareil raison. pour les sorties, etc. Donc c'est plus probable, plutôt que Games Workshop soit cruel ou stupide, c'est plus probable que la partie Seigneur Anneaux n'ait pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport aux autres jeux beaucoup plus gros. Que bon, je pense qu'on sort de cette période aussi, mais il y a aussi une période Covid où cette nouvelle Bah, ça, c'est sortie. sûr. Hein. Mais je pense que la période Covid a plus eu un impact sur le retard du supplément Angmar que la sortie de la V7. Enfin, de toute façon, c'est une chaîne de fonctionnement, donc Tout à va- partir du tout va moment où ensemble. quelque chose est bloqué Voilà, dans l'usine, tout part un petit peu en couille. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu des sorties bizarres. On avait parlé du fait que Glorfindel soit sorti à un moment complètement différent du supplément dans lequel il apparaît avec Fornost, des trucs comme ça. Donc c'était probablement pas le plan. Donc voilà, juste pour dire, prendre un petit peu de recul. Tout n'est pas forcément explicable par des moves de Games Workshop, mais Oui, il n'y a pas une volonté oui, du enfin, mal je pense qu'il y a- pour nous faire peur. je quoi, pense c'est qu'il n'y a sûr. pas non plus enfin ils sont pas complètement inaptes. Je pense que voilà, faut juste des fois faut juste attendre en fait. Et les Oui, choses mais vont le problème de se- Games Workshop, c'est ouais. qu'ils font une annonce d'une figurine qui est Hera en Ouais. janvier, Oui. qui est de la liste des deux races, pour ne la sortir que en juin, quasiment. Donc on a eu une annonce et une sortie 6 mois plus tard. Et c'était une parmi les nombreuses figurines. Je veux dire, s'ils avaient Hera, je pense que tout le monde aurait accepté qu'ils la sortent au même moment que tout le Oui, reste. en plus. Donc, mais C'est- tu vois, c'est ça qui me fait aussi me dire probablement que c'est pas exprès. Quoi. C'est tellement illogique tout que bon. enfin, Ouais. bon. Mais- En tout cas, j'ai un. Ouais. Ouais, vas-y. j'ai Bon, un- j'allais dire, ce qui est étrange, c'est qu'on a dû attendre autant de temps pour Hera, alors que le troll catapulte, dont personne ne voulait, qui est nul en termes de jeu, enfin c'est une belle figurine, c'est pas ça la question, et qui est super cher en Et les plus. crocodiles, Ça vaut là. quoi, 180 balles, enfin c'est pas possible. Non, les crocodiles, je les défendrai parce que je les adore. Mais le troll catapulte, je veux dire, ils se sont empressés, le troll Mais- catapulte est sorti plus vite que Helm, Oui. dans une édition enfin, consacrée à War of the Rohirrim, Ah. quoi. Il est sorti plus vite que elle. Ah, Mais oui, c'est- il est- ouais. Non mais mais oui. dis-moi, c'est sorti quand la bataille des 5 armées? Oui, non, mais d'accord, Je crois que d'accord. c'est sorti en 2014. hein, après. Donc, il est sorti plus Oui, mais vite il que prend elle, son quelque temps. part. Pas Non, vraiment. mais tu vois ce que je veux Il y en a dire, un qui c'est attend c'est une des question de éditions entières avant de principe. sortir. Non, mais c'est vrai, Sortir, Fair non, mais- Enough, on l'a Là- attendu très très longtemps de ce point de Et vue-là. on pourra parler peut-être dans un instant de pourquoi les figurines qui sortent en ce moment sortent en ce moment. J'avais juste une deuxième chose à dire sur ce supplément, ce journal, parce qu'on est là à dire peut-être, enfin, il manque complètement. Pourquoi on peut pas jouer du landing avec les Mumak et les Arnak? Pourquoi est-ce qu'on peut pas jouer Frealaf en armure quand il vient sauver Hera? Alors Oui. que c'est sûr que c'est complètement quelque chose de différent. Pourquoi même les deux armées qui existent, elles sont un petit peu bizarres. Je veux dire, Tu as dans une le- théorie. Bah, moi je pense, et encore une fois, c'est parce que je connais le jeu depuis longtemps, je pense que il faut encore une fois voir les choses un petit peu à l'avance. À mon avis, ce supplément de journal de la guerre des Rohirrim n'est pas le seul contenu qu'on aura sur la guerre des Rohirrim. Je pense pas qu'on ait raté le coche et qu'on verra jamais les mecs avec des crânes d'os qu'on voit dans le film, qu'on verra jamais... Bah, moi j'y crois. Hein. Moi, Une figurine n'est jamais en retard ni en avance, elle arrive Voilà. précisément quand elle veut. De toute façon, il faut. Enfin, Games Workshop a toujours sorti des suppléments. C'est ça que j'aimerais aussi rappeler. C'est qu'il y a toujours des nouvelles sorties, il y a toujours des trucs à sortir. Ça, les gens se disent peut-être que maintenant que Irolas et Ingol sont sortis, ils ont un peu raclé les fonds. Mais il y a encore plein de choses qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Ça prend du temps à notre échelle, mais après, quand on regarde en arrière, on regarde la V6, on attendait beaucoup les suppléments. Finalement, il y a une dizaine qui sont sortis. Il y avait une douzaine de profils à chaque fois. Et, Le jeu a bien gonflé, d'ailleurs, on est qui attendait Goros et Zakdouche Capitaine Orc quoi. Oui, On les attendait bien pas, on sûr. les a eu. Bah, ça trouve, il y a plein de choses en V7 qu'on C'est n'attend pour pas ça du que, tout. à et chaque qu'on C'est fois, pour ça c'est que ça. Games Workshop nous en a débarrassé. Oui, c'est ça, ils sont partis aussi vite qu'ils sont Vous revenus. les attendiez? Non. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a typiquement, enfin, il y a des choses évidentes et des choses qui vont nous surprendre. quoi. Voilà, il y a ce qui doit sortir parce que c'est dans les livres, dans les films, etc. Et ce que Games Workshop apporte, des fois parce que l'équilibre du genre en a besoin. C'est par exemple pour ça qu'ils peuvent sortir
Gorulf et Frida, c'était parce que Complètement. sinon une armée du Dunland ça ressemblait pas à grand chose. Ben oui, Ouais. c'est ça, c'est ça. Il Pareil fallait des pour petits les armées héros, des Orientaux. Les gens qui se souviennent de avant que l'empereur y sorte, Orientaux ça n'existait pas. Tu C'était jouais pas nul. vraiment ça. C'était nul. Tu avais C'était des nul capitaines, pour plein de t'avais raisons, Amnour, ouais. t'avais ce brave Amnour qui allait au combat gentiment, mais c'est pas grand chose. Donc, Oui, oui, c'est sûr. je pense qu'on est encore dans une période très sèche du jeu, on attend, enfin tout sort par à coup, de façon abrupte, visiblement ils ont même pas de visibilité pour nous annoncer les choses à l'avance, parce que je pense que sinon ils se priveraient pas de faire un peu monter Oui, l'anticipation. oui. Donc, peut-être qu'ils savent vraiment pas. Bah, je pense qu'il faut pas juste crier comme des oiseaux qui attendent leur verre de La terre de météo. leur mère, juste en ouvrant grand la gueule dès qu'on reçoit pas grand chose, etc. Le jeu va continuer, les profils vont continuer de sortir, bon, je dirais pas jusqu'à dire que les FAQ vont continuer d'équilibrer les choses, parce que ça c'est peut-être beaucoup demandé. Mais Mais une fois tous les 6 mois, sinon on a c'est un pas arrêt la cardiaque. fin de chacun des problèmes qu'on a. Enfin, je devrais peut-être Non. pas dire ça comme ça. Bah, alors, les problèmes qu'on a peuvent encore trouver des solutions. moi, un truc que je trouve assez rassurant, c'est que quand on jette un coup d'œil au livre Bataille de l'anneau, là, le truc en régiment, sur socle carré, la guerre de On l'anneau, sort des refs anciennes. voilà, Vas-y. alors la guerre de l'anneau, et bah tu regardes les profils que Games Workshop avait créés à l'époque, genre 2007, ben on les a tous petit à petit. Des Oui. loups-garous d'Angmar, mais ils sont Mais là, oui. ils étaient là. Mais oui. Les berserkers du Dunland, c'est un peu les Huskarls, enfin non, d'ailleurs, les guerriers du Dunland s'appelaient des Huskarls, enfin je sais plus, mais le terme de Huskarl existait déjà à l'époque, je sais plus exactement, mais ils font des choses sur le temps très long. C'est ça, ce que dit Raphaël est entièrement vrai. Et pareil pour et ça, les c'est marrant. légions de la Terre du Milieu, c'est pareil, il y a des trucs qui sont sortis. Les Bernides, bon, les Bernides sont dans le livre, mais il y a d'autres exemples, j'en ai pas en tête là, mais comme dit Raphaël, c'est ça, c'est des trucs qui sont prévus depuis super longtemps. Moi, je serais pas surpris que les mecs du Dunland qu'on voit dans le film, qui ont des crânes d'os, ils les sortent sous le nom de Berserker du Dunland, parce que Berserker du Dunland, c'est un truc C'est qui est ça, prévu de et, sortir à l'époque de Legends of Middle-earth, il y a 15 ans. il y a des choses que, voilà, C'est comme ça dont qu'il on ne marche. se doute même pas, mais dont on aurait toutes les raisons de se douter, en Ouais, fait, c'est ça. c'est ça. L'Empereur Dragon, il est sorti en quoi 2021, 2022 C'est comme ça War... C'est War in the North, c'est un des derniers, War in donc the peut-être North, 2023. c'est l'avant-dernier, peut-être. ouais, je sais plus. Mettons 2023. Si, peu avant, vous, je pense. si vous lisez le lore des bouquins de profil de la V6, je sais pas si beaucoup d'entre nous lisent le lore, mais moi je le lis, il disait déjà Amnour a reçu son cimetière de l'Empereur Dragon, le mystérieux Empereur Dragon qui est trop fort. Ah, et je t'as fait en savais mode, pas ça. Ah, Ouais, mais c'est est-ce qu'ils vont marrant. le sortir? Bah oui, ils le sortent 5 ans plus tard, mais ils le sortent. Et je pense que tout est prévu pour sortir un jour ou un autre. Par exemple, Vif Sorbier, il a disparu parce que, bon, honnêtement, ces couillons ont sorti la mauvaise figurine, c'est pas Vif Sorbier dans le film, ils ont sorti un mec qui s'appelait Os de Létu ou un truc comme ça. Ouais, Ils ont ça, pris le design ok. de l'un pour faire le truc de l'autre. Bon, c'est comme les trois trolls, mais n'en parlons pas. On a un expert de l'adaptation. là. Ils ont sorti un profil et du coup, ils ont fait disparaître le profil de Vif Sorbier pour créer celui de Os de Létu parce que la figurine de Os de Létu était sortie. Ça veut dire qu'ils sont quand même toujours assis sur un profil de Vif Sorbier. Donc, pareil, Vif Sorbier, il va ressortir. Je vais pas dire en pas longtemps. Soon, TM. Mais voilà, le fameux Games Workshop. Peut-être soon. On Il va l'espère, ressortir. on l'espère. C'est ce genre de fonctionnement qu'a Oui. Games Workshop. Quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte de ça. C'est nul, c'est chiant, on attend des années, on attend des mois, mais ça vient. Bah, c'est un peu ça, l'esprit gredin du Dunland, prendre du recul et espérer. Vous Un voyez peu ce comme que à la dit- Tolkien. Vous voyez ce que dit Tranduil quand il met Thorin en prison? Un siècle, ce n'est qu'un battement de cils. Eh bah, d'un elfe. C'est un peu comme bah, ça que pour un marche joueur de Games Workshop. MSBG, c'est ça quoi. Une édition, ce n'est qu'un battement de cils dans la ville, dans le genre de MSBG. Alors, on va peut-être passer à la suite. Alors, le nouvel army building, autre Oui, gros prochain sujet. de cette V7, c'est que je pense que c'est peut-être le plus gros. On parle de beaucoup de Ouais. choses. Ça se dispute en termes de sujet, mais t'as raison. Bah, t'as raison. en tout cas, c'est celui qui a le plus affecté, parce que tout ça, c'est des petites choses qui, soit le temps les répare, soit c'est des problèmes de fluff, etc. Il y a un problème que les joueurs vraiment tous les joueurs, et notamment les joueurs compétitifs, peuvent avoir des idées là-dessus, c'est le fait que maintenant, alors, pour récapituler, dans les versions d'avant, il y avait des systèmes d'alliance. Quelle que soit la faction, la liste d'armées, peu importe le nom que ça avait, quelle que soit l'édition, on pouvait les allier à d'autres. Il y avait plus ou moins de restrictions, selon ce qui est logique ou pas. Bon, impossible d'allier du bien et du mal, ça c'est sûr. Mais plus ou moins de restrictions, on met pas Aragorn et son ancêtre Elendil en même temps, ce genre de choses. À la fin de l'édition précédente, de la V6, Games Workshop commence à sortir ce qu'ils appellent des légions légendaires. Donc c'est des espèces de petites armées bien plus focus sur un moment précis. C'est pas le Gondor, c'est
la défense d'Osgiliath, ou La seule légion légendaire qu'ils n'ont Qui pas n'existe pas. sorti en V6. Ouais, j'aurais dû- Bien joué. Les Itiviel, Théoden. mettons. Voilà, Voilà, les Itiviel. cavaliers de Théoden. C'est pas juste le roman, c'est les cavaliers de Théoden quand ils crient mort et qu'ils foncent sur leurs ennemis. C'est un moment précis du livre ou du film. Et donc ça, c'est des forces plus précises. On a un choix plus restreint d'armée, on a plus de bonus, mais on n'a pas le droit de s'allier. Et maintenant, donc il semblerait qu'en fait cette V6 c'était un peu un essai pour voir ce que ça donnait, puisque maintenant de nos jours, les alliances, ça n'existe plus. Et ça c'est aussi un gros changement de la V7, comme les Legacy ça n'avait jamais été fait avant. On peut plus s'allier et on n'a que ce qui s'appelait avant des légions légendaires, qui s'appelle maintenant juste des listes d'armées. Et ça pose problème à beaucoup de gens, puisque ça permet aussi, enfin ça limite aussi peut-être la créativité dans une certaine mesure, ça permet plus vraiment de faire des what if. Donc qu'est-ce qu'on en pense de ça, Samuel? Qu'est-ce que tu en penses de ce nouvel système d'army building? Moi j'ai connu la V6 on va dire dans sa deuxième moitié et j'ai adoré jouer dans la V6, mais on va dire que j'ai connu la V... je n'ai pas suffisamment connu la V6 pour me dire que j'ai été en travail de ma créativité par rapport à celle-ci. On va dire tout ce que je faisais en V6, je peux encore le faire aujourd'hui en V7, donc je suis pas forcément le meilleur exemple pour parler on va dire de liberté entravée. Et juste, est-ce que tu parles de compétitif ou est-ce que tu parles de ce que tu aimes jouer? De ce que j'aime jouer, de ce que j'aime jouer en particulier, et il se trouve que comme j'aime faire des tournois, ça se joue aussi en compétitif. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai pas non plus l'impression qu'on a une V7 complètement cadenassée comme on veut nous la vendre. Je pense qu'il y a des listes en effet qui sont très Légion légendaire V6, à savoir des moments très précis du film, avec l'idée que c'est une scène qu'on va reproduire ou un moment historique qu'on va reproduire. Ça c'est vrai, il le faisait en V6 avec les légions légendaires, mais on a ce qu'on appelle on va dire, les grosses soupes de cette V7, qui sont les armées telles que Defenders of Helm's Deep, Légion du Mordor, les 5 armées, qui sont les grandes armées qui représentent un petit peu l'équivalent des alliances vertes, on va dire, de la V6. Oui. Oui, c'est un peu c'est ça. Alors je mettrais pas Défendeur du Gouffre de Helm dedans. Je voulais dire Defenders of Pelennor. Défendeur du Pelennor, ouais, c'est ça. Pelennor. Là, c'est vraiment une soupe Oui, dans oui. toute sa splendeur. Voilà. Alors que ça suit la propre logique Alors, de la Légion exactement. légendaire, c'est parce que c'est une scène du film. Mais c'est ça, vrai que sauf sur le Pelennor, il y a comme tout le monde, on a donc Defenders of Pelennor, mais si on veut chercher des moments précis de cette bataille, on en a. Oui. On a Riders of Théoden pour la charge des Rohirrim, on a Griff of Éomer pour le moment où dans les livres Éomer croit avoir perdu c'est ça, et Imrail son vient lui oncle sauver les miches. et Imrail va sauver les miches, et pour la partie Gondor, on a Atop the Wall avec Gandalf qui mène les défenses, tandis que Retour du Roi, c'est le moment où Aragorn arrive avec son armée des morts. En fait, il y a des grosses listes d'armées qui contiennent les figurines d'autres listes d'armées. En fait, pour 5 armées, par exemple, c'est pareil. On peut jouer Erebor restauré, Lagville, Hall de Tranduil et Erebor, tout simplement. Et hop, tu mets tout ça ensemble et tu obtiens et l'Alliance de Radagast. Et ensuite, tu obtiens Erebor restauré. Sauf que du coup, tu perds beaucoup de règles tu perds des qui rendent bonus. les choses plus fortes. C'est ça. Et ce qui font que ces listes soupes ont généralement des règles pas très C'est fortes. ça, des règles de bonus d'armée pas très tu gagnes en diversité de listes, mais tu perds en bonus d'armée. Et c'est très bien parce que ça fait qu'on a un équilibre du jeu qui se joue là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des armées qui ont des défauts inhérentes au profil des figurines qui sont dedans. Oui. Je pense aux nains d'Erebor justement, puisqu'on a Erebor restauré. Le principal problème des nains, c'est la vitesse. Eh bien, règle spéciale pour Erebor restauré, on leur donne une marche marche héroïque sur tous les profils de héros, accompagnée d'une charge potentielle. Et ça, c'est T'as génial. des nains qui bougent de 8 et qui peuvent charger, d'un coup, c'est pas mal. D'un coup, c'est pas mal, ça fait qu'une armée qui... Moi, j'aime bien. Voilà, c'est une armée très fun à jouer. Avant, finalement, Très les forte, nains, en plus, les nains des Iron Hills et de, comment ça s'appelle, et de Erebor étaient joués, on va dire, très souvent, soit en 5 armées de l'époque V6 avec un Tranduil avec des gardes du palais ou un capitaine de Lagville, ou alors dans la version guerre du Nord avec les deux profils du roi Bran des bardes qui venaient, on va dire, ajouter... Oui, dans comment ça s'appelait ça, Défenseur c'était d'Erebor. Defenders of Erebor, je crois. C'était une de mes légions préférées de la V6. très bonne légion. Elle est pas trop forte aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, on a l'impression qu'on peut faire différencier, on va dire, chacune de ces listes sans avoir l'impression qu'on y perd. On n'a pas l'impression de jouer Erebor en y perdant quelque chose par rapport au manque du combat 5. C'est juste une autre armée. C'est juste une autre armée, et avec ses bonus, et elle n'est pas meilleure en soi que n'importe quelle autre, mais elle n'est pas pire que les autres. C'est ça qui est bien. C'est justement, c'est une armée qui a ses forces sur les scénarios en question et qui aura aussi ses faiblesses dessus. C'est ça que moi
trouve comme peut-être, enfin, conclusion de tout ça, de ce nouvelle armée, c'est que est-ce qu'il y a vraiment moins de diversité? Bah, je trouve pas. En fait, je trouve qu'il y en a plus parce oui. qu'il y a beaucoup plus de styles de jeu pour des figurines Puis qui on existaient peut avant. peut-être Et on peut peut-être alors rappeler que- des chiffres. Il y a quand même 106 listes ouais, d'armées. 106 listes d'armées. Donc si vous trouvez pas quoi faire, Oui, c'est- voilà. Enfin, après, l'argument qu'ont les gens qui sont déçus par ça, c'est que ça brille de la créativité et bon, tant compétitivement que question lore, question s'amuser. Oui, de faire du fun. quoi. C'est sûr que c'est un aspect qui est perdu, mais je trouve qu'on s'y retrouve. Je trouve que si on aime le côté vraiment l'histoire du Seigneur des Anneaux, il y a quand même il y a jamais eu mieux pour représenter ce que c'est que le Seigneur des Anneaux que de prendre ces C'est ça. moments un peu plus précis et d'essayer de les vivre plus pleinement, de les retranscrire plus pleinement dans les règles que maintenant. Ouais. Et pour les gens qui aiment, bon après voilà, si les gens aiment juste trouvent que le génie de la stratégie, c'est d'aller chercher des choses qui sont pas faites pour marcher ensemble et les faire marcher ensemble, c'est ça qui a disparu. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça faisait quoi, hein? Ça faisait qu'en V6, on jouait Saruman, 3 bêtes de Gorgoros. Bon, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, ouais. au bout d'un moment, on joue au Seigneur des Anneaux. On joue pas à une espèce de simulation un peu plus complexe du jeu d'échecs où on va trouver les meilleures pièces. Tiens, je vais jouer 3 fous, 2 tours et 4 dames parce que c'est meilleur. Moi, j'aime bien que c'est un sens, même dans le jeu compétitif. Il faut pas considérer le jeu compétitif comme une pure abstraction. On utilise le carcan des règles comme si ces règles ne représentaient rien. On s'amuse bien à rouler sur tout le monde avec le roi et les Sars Non, sur mais la scène la plus épique du film. C'est ça, il y a, Et d'ailleurs, la justement, compétitivité, elle reste. hein. C'est une bonne transition parce que j'aimerais bien parler justement de certains profils que. On parle de créativité bridée par rapport à la V7, mais en V6, quand on jouait une liste Minas Tirith, est-ce qu'on envisageait Elessar par rapport à Boromir? Oui, 2 secondes un petit peu pour faire la discussion, mais au fond, on savait très bien que Boromir était meilleur parce que combat 7 avec la bannière, la bannière justement, bannière 6 pouces, bannière qui donnait les points bannière à l'époque, enfin toujours aujourd'hui, mais en plus surtout le combat 5. Oui. Bah, c'est vrai que d'une certaine manière, la définition du joueur compétitif, c'est celui qui va entre 2 choix prendre systématiquement celui qui l'avantage. Et donc ça, que la construction de l'armée soit complètement libre comme en V6 ou plus fermée qu'en V7, ce choix ne change pas. Dans tous les cas, il y aura une liste qui sera meilleure qu'une autre, il la jouera tout le temps, c'est tout. C'est pour ça qu'on joue beaucoup moins Itilien que on ne joue Man of the West. C'est parce qu'il y a une liste qui est meilleure que l'autre. Et en V6, c'était à peu près pareil. Oui, c'est vrai que quitte à s'en foutre un peu du lore, on peut encore jouer compétitif, quoi. Oui, bien sûr. Mais oui, tu peux, la compétitivité, c'est une attitude par rapport au jeu. Oui. Que ce jeu soit plus ou moins segmenté, tu trouveras. Ce qui t'intéresse de toute façon, c'est jouer ce qui est fort. Que ça soit divers ou pas. Alors oui, il y a quand même un plaisir de jeu, mais la diversité existe. Ouais, voilà. C'est juste que diversité, ça veut pas dire havre de la compétitivité. Ça veut juste dire diversité. Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que je pense qu'il y a aussi peut-être un peu trop parmi les joueurs un paradigme du fait que le jeu compétitif c'est tout. Alors que il existe un autre mode de jeu qui est la partie amicale, qui peut être tout à fait équilibré et où on peut jouer, on peut se permettre de faire des alliances. D'ailleurs, même on a fait un tournoi avec Raphaël il n'y a pas longtemps en duo où c'était pas exactement les règles du livre, puisqu'on pouvait faire chacun son armée et chacun sa légion légendaire, ce qui techniquement n'est pas possible. Ça s'est bien passé. Et là, comme par hasard, on a vu les gros joueurs compétitifs sortir la nuit avec plein de tirs. Mais bon, c'est très bien, c'était la règle du jeu. C'était tout à fait. Et on a passé une super partie. C'était pas fun de jouer contre ça. J'ai adoré. J'adore Tom Bombadil. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais finalement, sur cette construction de liste, en réalité, moi, ce que j'aime bien, et ça touche à la fois le jeu casu, le jeu narratif, mais aussi le jeu compétitif, c'est que ça force à adopter un style de jeu. Ouais. Si tu choisis ta liste, parce qu'elle, par rapport à plein d'autres, elle se joue comme ça. Ouais. Je veux des gens qui jouent vite, je veux des bonus pour blesser, je veux du sans peur, je veux des gros héros, je veux de la troupe. On retrouve quand même cette essence-là de je vais prendre cette liste-là, quelles sont mes options, quels sont mes bonus d'armée, je vais pousser au maximum que ça peut faire, ou au contraire prendre une liste qui est censée se jouer d'une certaine manière et hop, la jouer un peu différemment. Et je trouve que ça, on retrouve un certain plaisir. Il y a tout autant d'épaisseur en fait. Il y a beaucoup d'épaisseur, voire plus. Sans oublier que pour les quelques soupes qu'on a, en fait, qui correspondent grosso modo aux alliances vertes, c'est ça. En fait, les alliances vertes de la existent V6, toujours. Et même certaines alliances jaunes, j'imagine. Elles
elles auraient Alliance dû jaune quasiment zéro. Ah, le truc, c'est que, en fait, avec le système d'alliance verte et d'alliance jaune, il y avait des trucs qui auraient dû être en alliance verte qui, du coup, Oui, n'étaient pas c'est possibles. ça. Genre des espèces de combinaisons entre Oriental, Radrim, Camp, etc., qui se faisaient pas. Alors que maintenant, on peut les faire mieux, puisqu'il existe Oui, des listes ça, où c'est il vrai, suffit de c'est pas prendre vrai. le reste. Et je vous mets au défi de trouver le bon build en Pélénor, en 5 armées, Ouais. même en Grand Œil, en Grande Armée du Sud. Enfin, il y a des armées, tu peux y passer très très longtemps. Ouais. Et en changeant le format, en changeant les contraintes, etc., tu peux vraiment sortir des dizaines et des dizaines de listes Ouais. qui seront toutes différentes, toutes intéressantes. Enfin bon, pas toutes à 100%, je dis pas qu'on peut varier absolument tout le temps, mais disons qu'il y a des choses à faire, quoi. Ouais. Moi j'aime bien cette V7 et cette construction aussi, de liste, j'aime il faut le dire, on en a beaucoup Ça- râlé, ça a et moi j'aime beaucoup bien. plus de saveur. Franchement, non mais pouvoir jouer en Isengard. Sinon, par exemple, tu disais on est obligé de prendre Boromir parce qu'il y a Aragorn, mais on est obligé de prendre Boromir. Imaginez en Isengard, on prenait toujours la même chose. Maintenant, si on veut jouer que des loups d'Isengard, c'est un choix. Non mais Mais- ça n'en Enfin, parlons si on pas. veut n'en jouer parlons les pas. Uruk-hai avec leurs bombes, on le fait. Si on veut jouer les Uruk-hai en armure lourde avec Saruman, on le fait. Si on Mm. veut jouer énormément de Crébin, on le sait. On Mais le fait. globalement on peut tout jouer, quoi. Ouais, non, c'est ça. c'est Les c'est ça éclairs qui est de l'Earth, bien. les éclairs de Glook, tout à coup, cette armée qui n'avait un peu qu'une seule façon de jouer, elle en a 6 ou 7, et qui sont tous des scènes super cool du livre ou du film, qui sont la raison pour laquelle on aime ce jeu pour beaucoup d'entre nous, en plus. Mm. D'ailleurs, la diversité, en réalité, c'est ça qui est marrant, parce que Isengard en V6, c'était une des armées qui avait le plus de profil du jeu. Parce Ouais. que tu pouvais jouer les guerriers Uruk, les berserkers, les scouts, les différents types d'hommes sauvages du Dunland, t'as même le troll d'Isengard, etc. Donc tu pouvais faire une phalange avec genre 5 ou 6 profils différents en première Ouais. ligne, soutenus par 5 ou 6 pics lanciers différents. Mais est-ce que les gens profitaient de cette diversité? Bah non, quand tu sortais une liste Isengard, t'allais prendre les 2-3 profils qui étaient bons. Bah en fait, donc ça correspond exactement, c'est ce qu'on dit. Oui, C'est-à-dire que ça, quand tu commences à avoir comme logique de je fais des choix pour construire mes armées, que ces choix soient préfaits ou que tu aies l'illusion de toi-même les faire, alors qu'en fait tu prends juste les meilleurs, C'est ça. ça change pas grand-chose. Et en plus, là, juste d'un point de vue purement néophyte, si jamais on commence ce jeu, je trouve que le fait d'avoir des listes qui prennent la main beaucoup plus en termes de règles spéciales, puisque tu n'as pas à chercher le meilleur combo, puisque la règle spéciale, c'est le meilleur combo. C'est ça, c'est très tu bien. joues cette armée, bah joue ça. Exactement. Ça, c'est super cool. Et ça, c'est très bien. Je veux dire, t'as pas à te triturer la tête pour savoir, oh là là, je vais jouer quoi comme compo. Apparemment, Minas Tirith, c'est mieux si je suis allié avec ça. Non, là, t'as la liste Minas Tirith qui est comme ça, t'as les figurines, tu la joues. Si t'as la liste Osgiliath avec les petites figurines, tu la joues aussi, c'est très bien. C'est beaucoup Et plus propre. en C'est fait. beaucoup plus propre. C'est tellement Et- propre maintenant. Enfin bon. Et on il n'y a peut pas de toujours, regret. Il n'y a pas de regret à faire avoir un à chaque fois. truc. Ouais, absolument. Ouais, mais je suis d'accord. Donc vous l'aurez compris, les grenats du Dunland ont un avis positif sur cette Bah, ils sont plutôt construction contents, d'armée ouais. de la C'est sûr. V7. Mais après, on entend les arguments. Bien contre, sûr. hein, Et puis, après, Bien sûr, mais disons. dans Et l'ensemble, puis, je pense que c'est- c'est plutôt plus de gains que de pertes. puis il y a aussi un autre truc, c'est que bon, maintenant c'est comme ça, il faut aussi aller de l'avant. Oui, Voilà, on peut ça sert se- plus à rien de regretter. Oui, oui, c'est ça. euh, On est tous dans cette V7, on Et- peut et- tous apprendre à y jouer. Ouais, et puis il y a qu'à voir les armées que les gens prennent en tournoi, tournois qui sont assez pleins en ce moment. Oui. Il y a la diversité C'est vrai partout, que il y a de la on- diversité ça, partout. Il y a très peu de listes qui se répètent. Alors bon, forcément, il y a des contre-exemples, hein, je dis pas le contraire, mais globalement les gens s'amusent quoi. bah, c'est Ouais. ça. Puis, Les gens passent du bon temps. Le jeu marche très bien. Je veux dire, on est quasiment à 90 tournois là, à l'heure actuelle, en l'espace d'un an. C'est Oui, c'est énorme. Enfin, c'est j'ai impressionnant, pas de mais- comparaison puisque j'étais pas là avant, mais enfin, moi, à l'échelle de quelqu'un qui débute le jeu, je me dis, c'est quand même pas mal. Bah, ce qui est Ouais. sûr, c'est qu'il y a eu un passage à vide C'est- lors des 6 premiers mois, ça c'est sûr. Mais maintenant que le jeu est lancé, Oh. bah tranquillou, on y va. Hein. En fait, il y a eu une espèce d'engouement les 2 premiers mois. Et ensuite, je trouve que de février à juin, on C'était s'est une embêté période quand même. Très hein. dur, hein. C'était une période très C'était dure. t'allais en tournoi et tu savais Alors ce que oui. t'allais jouer à l'avance, tu savais ce que t'avais affronté. C'est Bon, vrai. voilà. Mais Euh, il n'y avait pas moins de tournois. Puisque je sais pas, là j'ai pas allé regarder dans le détail, mais peut-être qu'il y en avait moins. Pour avoir- Peut-être qu'il y en avait autant, je veux dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que C'est maintenant sûr ils que- sont voilà. remplis. Le week-end dernier, il y en avait genre 7 en France en même temps. Enfin, c'était quelque chose quoi. Ah bah, Et ça c'est fait ça, plaisir, c'est ça fait chaud au cœur. ça fait plaisir comme ça de savoir qu'on peut aller à peu près partout en France pour Mhm. jouer un tournoi. Et pour finir justement ce tour d'horizon de la V7, on peut parler peut-être des règles qui ont changé, notamment des Mhm. règles spéciales. Le vif du sujet. Le vif du Ouais. sujet, un petit peu ce qui a, ce On qui ne a cesse d'avoir des cristallisé, sujets depuis le début. Quatrième fois qu'on entre dedans. ce qui a un petit peu cristallisé la peur de pas mal de joueurs, encore une fois, hein. C'était par exemple la réduction à 33% des armes de jet, qui a, on va dire, un petit peu effrayé pas mal de joueurs. Je sais que beaucoup de joueurs, notamment Ford of Eisen, ont eu un petit peu peur parce que justement la réduction des lances, parce que les javelots pouvaient être utilisés
en arme de soutien a fait un petit peu peur, a un petit peu, on va dire, animé les passions. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette Alors, évolution? bon, sur le plan de l'équilibrage, il semblerait quand même honnêtement qu'en V6, les armes de jet, je sais pas si c'était super pété non plus. Après, il y a deux autres choses à prendre en compte, c'est que déjà pour la façon de collectionner, tu t'achètes 12 mecs du Rohan, il y a un tiers qui ont des javelots, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour Games Workshop et pour les joueurs de construire les armées comme ça. Et deuxième chose, c'est que ça pose quand même certains petits problèmes dans certaines armées. Je vais en citer deux. Erebor de Tror, donc Army of Tror. Avant, les Aïe, aïe, voilà, aïe, aïe. avant, on avait des bons gros morts de Martel qui avaient tous leurs armes de jet. Maintenant, donc on prenait que ça. On les mettait en garde du roi et ils étaient super forts. Super fort, c'était ils cool. étaient joués. Ils étaient bien, oui, C'était- non, ça allait. C'était quoi. super fun, on va Oui, dire. ils étaient. Non, mais c'était Non, pas- ça c'était va, pas c'est- mauvais. en tout cas, ça se jouait C'était comme un ça. profil sympa. Maintenant, tout à coup, on n'en a plus qu'un tiers. C'est un peu plus dur de construire l'armée. Maintenant, c'est l'élite. Non, mais il faut le dire, c'est complètement Ah ouais, nul. Voilà, C'est complètement nul. C'est bon, Alors, enfin c'est ça. alors, On pourrait parler de l'armée de Tror assez longtemps, mais c'est c'est- une de mes armées Pour préférées. l'avoir et affronté tout. récemment, l'armée de Tror, c'est certes, c'est moins bon qu'avant, ça c'est la vérité, mais c'est pas une mauvaise liste du tout en fait. Mais je pense que ça et- tape très fort. ça- hein. Et les armes à deux mains. C'est une liste qui fait exactement ce que tu penses qu'elle va faire, c'est-à-dire que c'est un gros plot qui, Oui. ok, ne tape pas aussi fort qu'avant, mais vient la déloger. Ça, Mais est-ce ça, qu'elle tape pas aussi fort? Moi, je suis pas Alors, d'accord parce que maintenant qu'ils ont systématiquement plus un pour blesser, Ils ont d'autres bonus, c'est vrai. je sais pas. En hein. tout cas, c'était Si sur tu la. tiens un objectif, Je parlais de la construction, des Oui, oui, problèmes de c'est construction vrai. qu'entraîne Revenons à en ça. fait ce oui, oui, on changement-là. digresse, on digresse. Et deuxième exemple, alors là je vais vous poser une énigme, les gens. Dites-nous tout. Imaginez que vous jouez une armée de défenseurs du gouffre de Helm. Donc vous avez droit à un tiers d'arc, un tiers d'elfe, un tiers de lances qui sont aussi vos armes de jet. Vous aimeriez bien avoir du combat 5. Vous aimeriez bien avoir de la défense 6. Vous avez des elfes qui peuvent être défensifs et vous avez des gardes royaux qui peuvent être défensifs. Et Comment vous je construisez rajouterais votre à l'énigme putain- Vas-y. que dans les 33% d'archers et de javelots, tu ne prends pas en compte les héros, mais dans les 33% d'elfes, tu prends en compte les héros. Voilà. Donc maintenant, la question est la suivante. Construisez une armée. Quel est l'âge du Construisez une conducteur, ligne. quoi? Construisez une ligne avec ça quand vous avez autant de trucs. Vous êtes obligé de faire un garde royal soutenu par un elfe. À côté, vous avez ceci, cela. Mais c'est Ou très alors simple. vous faites un sacrifice Tu quelque joues part. juste à l'aide. Vous optimisez pas. ça répond à toutes tes questions. Donc, en tout cas, c'est une armée où tout à coup, ces restrictions, un petit peu beaucoup, c'est un peu problématique. C'est juste pour donner un exemple. En vrai, ça se joue, hein, mais c'est moins pratique qu'avant. Donc, je sais pas si c'était nécessaire pour l'équilibre du jeu, mais en même temps, je sais pas si c'est très problématique qu'on en soit là. Il y a des gens sur le Discord qui étaient plutôt pour l'idée d'un 50%, et moi ça me paraît pas incohérent. Je trouve qu'un 50%, Oui, c'est. ça coûtait pas grand chose. En Ça fait, coûtait le pas problème, grand-chose. c'est qu'on sent qu'ils ont mis 33 pour faire comme les arcs. Voilà. Bah, et pour coller, ouais. Et les Et- arcs, enfin, et pour c'est vrai que coller pour coller à leur figurines. kit, mais- il y a beaucoup de choses qu'ils font pour coller à leur kit. Ouais, on mais pourrait en sauf parler que- aussi de cette Ouais, question. c'est. Sauf que si on devait coller leur kit, ça voudrait Moi, dire moi- que moi, je normalement, joue un peu- 33% d'Oriento avec arc et seulement 4 lances, 4 piques oui, pour chaque et boîte que si on j'achète. joue l'armée des morts, on est censé jouer 12 boucliers pour 6 lanciers. Oui, c'est pas possible. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, après, 14 c'est boucliers. pas le plus gros, c'est pas le plus gros problème de cette V6 peut-être là. Non, c'est un non, peu non, anecdotique, les armes de mais jet, c'était un tout à fait. exemple. On peut parler De- de de- l'abandon des règles spéciales. Des coups spéciaux. coups spéciaux. Oui. C'était Ouais. très important en Qui veut V6. se prononcer. Qui veut se lancer? Bah attends, j'y vais. Donc déjà, on va rappeler un peu ce Ouais. que c'était. Qu'est-ce qu'un coup spécial Qu'est-ce qu'un coup spécial Qu'est-ce en V6? Donc on se retrouve en 2018, le jeu sort et il y a une page qui s'intitule Coups spéciaux. Selon l'arme que possède une figurine, comme une épée, un poignard, une masse, un bâton, un fouet, une dague, Une louche. une louche, j'ai dit 2 fois dague, une hache surtout. Eh bien cette arme-là, selon son type, donne droit à un coup spécial. Donc quand on porte ses coups, avant de jeter les jets de duel, on décide qu'on va utiliser le coup de spécial de cette arme. Sauf pour ceux qu'on déclare une fois qu'on l'a fait. Parce que c'est Oui, pas tous mais au même moment. bref, c'était un peu compliqué, et en gros ça donnait toujours un bonus contre un malus. C'est ça. Par exemple, une épée, ça permettait de diminuer de 1 des 3 sa valeur de combat pour pouvoir relancer les 1 pour blesser. Une hache, ça permettait de diminuer sa défense de D3 pour augmenter sa force de 1, etc. etc. Donc, tout ça, ça a disparu. Ah oui, et dernière précision, on pouvait
payer pour n'importe quelle figurine une option, ce qu'on appelle guerrier. pour n'importe quel guerrier, on pouvait faire ce qu'on appelle un swap d'armes, c'est-à-dire donner une arme de n'importe quel type à n'importe quelle figurine. Donc par exemple, c'est pour ça il arrivait de prendre les acolytes du culte du dragon, qui sont équipés de poignards, de les payer un point de plus pour leur mettre une hache. Ou quand une figurine possédait dans son kit plusieurs armes différentes, on pouvait choisir l'arme qu'elle avait. Par exemple, les gobelins de Goblinville, qui ont à la fois des bâtons, je crois, et des haches, non ? Des pioches. haches et des poignards. Des haches et des poignards, bah voilà, des poignards. Ou les moranons, etc. Donc à chaque fois, tout le monde prenait la hache, généralement, ou l'épée. Là, c'était la hache ou l'épée, tout le monde prenait la hache. Bon bref, maintenant en V7, ça n'existe plus. Ouais. À la place, tout le monde a des armes de base, end weapon Voilà, en anglais. ça a toujours été les règles jusqu'à la V6. La V6 fait cette exception et on est repassé en arme de base. Voilà. Et c'est vrai que quand la V7 et les règles de la V7 sont tombées, il y a beaucoup de gens qui ont râlé en voyant disparaître avec les coups spéciaux un grand pan de la stratégie du jeu. Et c'est vrai que ça simplifie beaucoup la manière de mener un combat. Mais, et là c'est mon avis très personnel, je trouve que moi c'était très bien de supprimer ces coups spéciaux pour deux raisons. D'une part, ça rend le jeu beaucoup plus fluide. On n'a pas besoin de dire avant chaque combat ce que je vais faire, de jeter un D3 par-ci, de recalculer la valeur de défense, etc. Alors, voilà, on pouvait aller un peu plus vite en retenant les défenses paires, impaires, etc. Donc il y avait des choses à faire. Donc ça, je trouve que ça fluidifie le jeu et ça permet de se concentrer sur autre chose, c'est pas mal. Et d'autre part, on a récupéré ces bonus de plein d'autres façons différentes. Et c'est un peu dommage, je trouve, de râler sur ce... De quelle façon, du coup ? Bah, en fait, les gens râlaient en disant que la V7 avait quand même une façon d'écrire des règles qui était un peu flemmarde. Par exemple, beaucoup de bonus de plus 1 pour blesser, beaucoup de relance des 1 en zone. Mais qu'est-ce qu'on faisait quand on prenait un swap d'armes pour une hache, récupérer plus 1 en force, c'est-à-dire plus 1 pour blesser ? Qu'est-ce qu'on faisait en prenant une épée, récupérer une relance des 1 pour blesser ? Donc en fait, je trouve ça plus intelligent, plus agréable, plus simple, de juste dire bah, ces bonus plus 1 pour blesser, ces bonus relance des 1, ils sont à présent applicables en zone d'effet, applicables une fois par partie, en zone, etc. Plutôt qu'individuellement par figurine. Finalement, les joueurs vont chercher la même chose. Mais encore une fois, c'est un peu comme la construction d'armée. Au lieu de le faire soi-même, c'est le jeu qui te l'impose. C'est peut-être ça qui frustre. Voilà, ça alors, donne moins l'impression d'avoir fait soi-même le choix tactique qui te fait gagner, et plus d'avoir l'impression oui, que... mais le résultat est le même. Oui, non, je dis pas le contraire. Je dis ça. juste que peut-être que c'est ça la question, c'est peut-être que c'est justement le fait que les joueurs ont moins l'impression d'avoir à rechercher le meilleur moyen pour eux de gagner un tel combat ou de gagner telle chose, puisque finalement ils savent très bien que n'importe quel autre joueur qui aurait été dans la même situation qu'eux aurait fait exactement. la même, Exactement. Oui. Alors oui, on a perdu un trick qui était vraiment très, très intéressant, qu'on utilisait je pense une partie sur 20, qui était de prendre une figurine avec une épée, ou un couteau, et de feinter, donc de diminuer sa valeur de combat pour perdre volontairement un combat, afin de reculer sur un objectif en espérant ne pas être blessé à l'issue du jet. Donc voilà, c'est quand même une utilisation qui a été clutch parfois pour certains se poignarder joueurs. toi-même pour détruire Ou se poignarder soi-même. Ça m'est déjà arrivé de... Enfin, se poignarder soi-même, on sait, tu prends un coup quand tu te poignardes. Oui, c'était pas... Le mec se plante pas lui-même. Quand une partie est sur le point de se terminer, ça m'est déjà arrivé de feinter jusqu'à ce que je perde tous les combats. Non mais c'est ça. Jusqu'à ce que... ou alors à l'inverse, il y avait des armées comme les Béornides, tout le monde prenait des bâtons, parce que le coup spécial du bâton c'était d'assommer ton adversaire au lieu de le tuer. Parce que c'était des armées qui tapaient tellement fort que tu voulais pas que la partie s'arrête, 25% ou démoralisation. Donc tu rasais ton adversaire, tu lui laissais 26% de ses figurines, et ensuite tu tapais du gourdin sur tout le monde. C'est vrai que ça, ce genre de truc, on a l'impression de tomber dans une espèce d'exploit de jeu vidéo pour ça devient le jeu plutôt que d'être dans la... Après, je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi aussi. Les joueurs qui avaient, on va dire, ce côté, c'est un petit peu comme un beau coup aux échecs, justement, t'as l'impression d'avoir trouvé le coup qui te permet de gagner. Je comprends l'idée selon laquelle... Moi, j'aime bien tel que c'est actuellement. Oui, mais c'est pas plus mal. Oui, c'était des beaux coups, c'est sûr que parfois on n'y pensait pas. C'est ça, pour les joueurs qui ont l'impression justement de réfléchir spécifiquement par rapport à ces règles, on a après l'impression que le jeu leur a donné la solution d'une énigme à laquelle ils ne voulaient pas avoir forcément la réponse. Voilà, mais bon, voilà, je trouve tout compte fait, c'est pas plus mal. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est vrai que c'est un sacrifice, c'est vrai que ça donnait plus de personnalité. Moi, je trouvais ça super cool de se demander est-ce que ce type-là, il a une hache, il a une épée, etc. J'aime bien ce côté vraiment précis. En plus, dans Seigneur des Anneaux, c'est important, c'est pas un jeu comme Warhammer, il y a des énormes explosions de magie qui nettoient des armées, tu vois, chaque mec compte et ce qu'il porte compte.
C'est vrai que sympa. Chaque figurine est un héros finalement. Voilà, mais je pense que le sacrifice vaut le coup parce que ça fluidifie et simplifie le jeu et que de toute façon on retrouve cette profondeur dans d'autres aspects et qu'on retrouve ces effets dans d'autres aspects. Et dernier truc sur ce choix de tout le monde a des armes de base, ça rend quand même, je trouve, les figurines plus lisibles. Oui. C'est-à-dire que, ok, il y a des gens qui s'étaient emmerdés à faire des conversions pour avoir 15 acolytes du culte du dragon avec des haches. Pour vraiment que ça soit WYSIWYG, c'est-à-dire après, qu'une c'est pas figurine grave, ait son parce que c'est équipement. Ils pouvaient n'en avoir 14 parce qu'ils avaient que 14 points à dépenser sur leurs 15 mecs en plus. C'est Donc, ça. En plus, il fallait C'est retenir ça. qui en avait une Et qui n'en donc, avait pas. ça complexifie un peu. Alors, il y avait de la beauté de la conversion, quoi. Mais Ouais. bon, Mais c'était pas sur- trop pour ça que ça se c'était pas faisait. pour la conversion qu'il le Alors, faisait. Hein. Sauf ouais. que j'ai envie de dire, ces figurines elles sont toujours utilisables puisqu'on a décidé qu'on harmonisait. Donc si c'est une hand weapon, c'est que c'est pas n'importe quoi. Exactement. Ça va Si être on une s'est hache, une embêté épée, à une bague. convertir, on peut toujours utiliser. Si C'est ça. c'est le principe de conversion qui rebute les gens à utiliser leur figurine, sachez que c'est totalement Oui, utilisable voilà, on fait ce puisque qu'on veut maintenant. c'est une épée et une hache, tout le monde le sait. C'est ça. Alors parlons-en maintenant de l'aspect de la figurine et l'importance que ça a dans le Oh, jeu. oui. Le dernier, ces Ah, sujets, Aïe, 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 aïe. ces changements de règles un petit peu intéressants dont vous voulez Ouais, parler. parce que Que parler des dismounts? je peux juste évoquer le sujet après. Vas-y. Vas-y, Samuel. Lors de la dernière FAQ du mois d'août, Games Workshop a décidé de nous donner une explication à. Alors, le problème existait avant déjà. Oui, mais Ouais, peut-être. Quelle est la On règle? commence par la règle. La règle spéciale, enfin la règle de démonter sa figurine, c'est que tu dois remplacer la figurine par une figurine associée On parle des figurines de cavalerie de Voilà. cavalerie, oui, qui passent en figurine à pied. en figurine à pied. Donc par exemple, le cavalier de Minas Tirith, enfin le chevalier de Minas Tirith devient, lorsqu'il démonte, un guerrier de Minas Tirith avec bouclier. Ce qui est différent d'avant. En quoi? Ce qui est différent d'avant. Bonne question. Bah, en fait, le problème, enfin la nouveauté, c'est que avant, on avait une figurine de cavalerie qui avait son équipement, et si elle perdait son cheval, elle restait cette même figurine. Ça, Donc, tu jouais un chevalier de Minas Tirith à pied. voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le pire. On va par un exemple peut-être plus célèbre et plus ancien, c'est le chevaucheur de warg avec javelot. Parce qu'on a un chevaucheur de warg avec un javelot et un bouclier. Ok, il tombe par terre. Tout à coup, qu'est-ce que vous faites? La figurine n'existe pas. La figurine d'un guerrier orc avec javelot n'existe pas. Est-ce qu'on lui met une lance? Dans ce cas-là, il faut se souvenir qu'il a un javelot. Un pas petit une lance. élastique. Il y avait une époque, je sais pas si vous savez les gars, mais il y a une époque du jeu où les chevaucheurs de warg avaient la règle, s'ils tombent à terre, ils ont un javelot primitif, donc ils perdent leur javelot, pour éviter ce problème. Donc ça a toujours été un problème pour Game Workshop. Alors que maintenant, pour simplifier les choses, la règle c'est que, en fait, en gros, la règle est toujours que les figurines étant en WYSIWYG. C'est ça qu'ils essayent d'encourager. Donc si on a un chevaucheur de warg qui tombe à terre, bah, on le remplace par un guerrier orc qui a l'équipement le plus proche possible. Et c'est là qu'intervient la FAQ dont tu Exactement. avais commencé à nous parler. Oui, parce qu'au mois d'août, Games Workshop a décidé de nous donner une explication sur les profils n'ayant pas justement de figurines associées aux cavaliers démontés. Comme exemple, on a le cavalier de Mirkwood qui revient le plus souvent et le Mountain Goat Rider de Erebor et de Iron Hills. Mais aussi le cataphractaire oriental avec tambour. Avec tambour, tout à fait. Ou le chevalier de Morgul avec bannière. Et là, le problème se pose, c'est que elles existent où ces figurines? Bah oui, il n'y a pas de version Il y à a pied. pas de figurine. Il n'y a pas de version à pied. Il n'y a pas de guerrier chevalier de Mirkwood sans bouclier qui existe ou qui a juste une arme de base sans rien d'autre à côté. C'est le problème du jeu, c'est qu'ils nous ont proposé alors de faire au plus simple, comment dire, Oui, D'une certaine à la façon. Games Workshop. Et à la donc, Games Workshop, et donc la figurine récupère l'option la moins chère de son profil de base. Donc par exemple, le cavalier de Mirkwood récupère un bouclier en descendant, tout le monde le sait. voilà. C'est la Et tactique principale des elfes, c'est que quand ils descendent, ils doivent chercher sur le champ de bataille un bouclier. Et de donc ce- ça peut donner des aberrations complètes du style, Ouais. bah justement, je joue un chevalier numénoréen noir avec bannière. Bon, déjà ça part mal, mais admettons que je joue cette figurine. Si elle perd son cheval, et bah ça devient un guerrier numénoréen noir sans équipement. Donc il perd sa bannière en tombant de cheval. Et donc idem pour le cataphracteur oriental avec tambour. Dès qu'il perd son cheval, il perd son tambour. Mais il est obligé de récupérer soit un bouclier, soit un arc. Ce qui fait que, et là on peut tirer le jeu assez loin, si je joue une armée d'orientaux constituée uniquement de cataphractaires et qu'au premier tour ils décident de démonter, tous, parce que j'ai envie,
ils peuvent choisir l'option la moins chère de leur profil et donc avoir 100% d'arc dans son armée. Donc voilà, je vous conseille de jouer ça, c'est très drôle. Ah non, sauf peut-être que les cataphractaires ont des boucliers de base, alors quand ils démontent, ils gardent leur bouclier. Si tu joues que des cataphractaires avec tambour. C'est ça, voilà, exactement. Je joue 10 cataphractaires avec tambour dans mon armée, et bah j'ai 10 archers que j'ai payé au prix de l'or. Et après, il y a des figurines qui ont tout simplement... on n'a toujours pas de réponse à ces questions, c'est justement le chevaucheur de bouquetin, pour qui l'option la moins chère est le matok, mais pourtant dans le profil du chevaucheur, il y a une lance, une warspire. Donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit une spire en descendant, mais non. Ils n'ont pas de bouclier de base. Ils n'ont pas de bouclier de base. Ah oui, d'accord. Donc la question se pose, c'est est-ce qu'ils perdent leur équipement, c'est-à-dire la warspire qui est leur spire, c'est ça. Et du coup ils récupèrent un matok, ou alors est-ce qu'ils gagnent un bouclier pour un point de plus, puisqu'ils ont déjà payé en soi dans leur profil la lance. Ils ont déjà la lance. Et moi j'ai une autre question, est-ce que le chevaucheur de bouquetin qui démonte gagne la règle mur de bouclier? Parce que le chevalier de Minas Tirith, il a mur de bouclier dans son profil, hein, qui ne lui sert à rien puisqu'il est à cheval. Si c'est censé être plus proche, alors oui. Puisque c'est la figurine la plus proche associée à ce profil. Tu deviens la nouvelle figurine, tu changes de type de guerrier, ou justement tu... je ne sais toujours pas si tu deviens une figurine ou si tu deviens un profil. En tout cas, là où on veut en venir avec tout ça, c'est pour dire que Games Workshop a inventé cette espèce de nouvelle façon de traiter les dismounts, donc les figurines qui perdent leur monture, avec comme idée de simplifier les choses, de faire au plus simple, de plus avoir des équipements qui ne seraient pas représentés par les figurines, et finalement ça n'a fait que créer beaucoup plus de problèmes et créer beaucoup plus de situations. Et cette FAQ, en plus, avait un petit ton un petit peu, enfin soyez logique, réfléchissez un petit peu, et pour finalement créer encore plus de problèmes. Mais en gros, si on veut simplifier, c'est on représente par une figurine qui existe. C'est ça. C'est ça leur leitmotiv, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec les options de profil. C'est ça. Maintenant, si une figurine a sur sa figurine une bannière et un bouclier, elle peut pas séparer les deux. C'est ça. La figurine aura une bannière et un bouclier. Ou au contraire, si elle a une bannière mais pas de bouclier, je pense par exemple à la bannière Orc du Moranon, et bah elle ne peut pas avoir de bouclier, donc elle sera défense 5. Donc ça c'est encore problème. Pour les bannières, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai qu'il y a des armées pour lesquelles ça change beaucoup de choses. Par exemple, les elfes qui traditionnellement dans le jeu aimaient beaucoup avoir et un arc et une lance, puisque on avait notre deuxième rang d'elfes qui pouvait tirer tranquille, qui soutenait et en même temps tirer tranquille, et en même temps garder son arc plus longtemps dans la partie puisqu'ils sont au deuxième rang. Maintenant c'est terminé, et du coup on est obligé de séparer les lances des arcs. Moi pour le coup pour les dismounts c'est un peu problématique, pour le coup ça ne me pose pas trop de problèmes, j'aime bien que ce soit un peu plus simple, et qu'en plus ça oblige, voilà, et ça oblige à jouer. Le seul truc que ça fait, c'est que ça... Alors, il y a deux choses, c'est que si en V6 on avait fait des conversions, genre j'ai mis un bouclier à ma bannière, bon là tant pis, gratter vos lances, voilà, bon ça voilà. Et parfois ça peut empêcher de construire la liste en fonction des équipements, par exemple c'est soit 2 points de trop, soit 2 points de moins, ça fait qu'il y a pas mal de listes qui ne tombent pas pile. Tu veux construire une armée en 800, tu vas t'arrêter à 798, parce que littéralement il n'y a pas d'option pour ces 2 points. Il y a quelques profils comme ça, quelques listes, c'est pas grave. Et dernier truc qu'on pourrait dire sur ce côté WYSIWYG, c'est que cette règle ne concerne pas les héros. C'est-à-dire qu'un héros qui possède certains équipements et qui tombe à cheval, et qui est à cheval et qui tombe à pied, lui garde ses équipements qu'il a achetés dans son profil. On pense à Boromir avec ou sans bouclier et la bannière du Minas Tirith, etc. Et moi je tiens juste à faire remonter une petite drôlerie, c'est le capitaine O'Elf, donc capitaine de Foncombe ou du Lindon, qui, quand il achète un cheval, achète obligatoirement un arc. Parce que la figurine de chevalier de Foncombe possède un arc. Et en plus, il peut acheter un bouclier. Donc, il a donc à cheval arc et bouclier. Il a la règle cavalier expert, donc il n'a pas il a quand même son bonus de bouclier, même s'il a un arc. Donc, il a défense 7. Mais dès lors qu'il tombe, de son cheval, il est à pied. Et il ne peut pas choisir de lâcher son arc, quand bien même sa figurine n'a pas d'arc. Attends, et donc il passe défense 6. Ah si, un cavalier expert qui tombe, il perd son arc, non? Comme les cavaliers du rang. Ah bon, il perd ça? Les cavaliers du rang, c'est le cas, ils choisissent entre leur arc ou leur bouclier. Mais parce que c'est des guerriers, donc ils choisissent leur équipe. Non, il me semble, j'ai peut-être tort, hein, mais il me semble que le capitaine O'Elf est en fait, quand il a pris à cheval et qu'il tombe par terre,
Il est défense 6 D'accord. et pas défense 7. Mais Et il peut donc- quand même shield. Et donc lui se retrouve avec un équipement qu'il n'a pas dans sa figurine de base. Exactement. Donc, alors là, vous avez peut-être une question. Vous vous dites, mais donc du coup, qu'est-ce qu'il en est des conversions? Est-ce que je vais avoir d'en faire? Est-ce que je vais pas avoir d'en faire? Ben, la réponse est particulièrement unique, puisque au fond, ça ne change rien du tout, puisque le profil existe. Moi, je trouve que Le c'est profil est encore mieux. indépendant. Que c'est Donc- encore mieux parce que en fait, tu joues ce qui a marqué dans le bouquin. Tu t'en C'est fiches ça. du WYSIWYG. C'est paradoxalement. C'est ça. En fait, ça crée beaucoup de paradoxes. Certains sont bons, certains sont mauvais, mais ça crée beaucoup de paradoxes et de choses C'est- pas Ta bannière intuitives. Scout ou Rook, bah, elle peut avoir un bouclier sur la figurine. Je m'en fiche, dans le profil, elle est défense 4. Mm. C'est pas grave, C'est elle ça. sera pas défense 5. Alors qu'en V6, si Chaque, t'étais un peu de mauvais esprit, tu pouvais dire ah oui, j'ai pas payé le bouclier, mais bon, elle l'a sur la figurine, je la joue comme ça. Enfin, tu vois, bon, personne faisait ça, mais ça pouvait dévier un peu. Il faut vraiment jouer ce que t'as, puisque tu peux payer toutes les options. Oui, Là, au avant, c'était un contraire, petit c'est peu- beaucoup plus libre. Bah, en Avant, fait, c'était un on petit est peu le jeu dans- de cette différence. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus. Tu le joues, jeu de- tu joues le profil. je le- Plutôt que la figurine. En fait, tu peux retourner l'argument de Games Workshop en disant on joue pas des figurines, mais en fait on joue des Donc profils. on est dans une situation extrêmement compliquée, enfin et bizarre par rapport au WYSIWYG, donc le What C'est you ça. see is what you get, puisque à la fois les règles sont pensées pour qu'on soit aussi proche que possible, et à la fois techniquement bah on peut en être super loin et jouer avec. Mhm. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, après voilà, gardez ce principe, jouez les figurines telles qu'elles sont vendues par Games Workshop et vous n'aurez pas de problème. Ça, Normalement. C'est une bonne façon de. Et obéissez aux ordres. Et voilà. Oui, oui. Non mais Ça, voilà, c'est- voilà, Ça, c'est Ça, une bonne c'est- façon de clore le sujet, ça j'aime bien. On comprend à peu près où ils veulent en venir en fait. c'est ça. Est-ce qu'on parlerait pas un tout petit peu, très vite fait, on voit que le Vas-y, temps d'autres, file, de voilà le changement, voilà, d'équilibrage, remouture complète des règles, un peu. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être que si vous voulez un podcast plus précis sur ça, dites-le nous en commentaire. Mais c'est vrai que cette V7 a vu arriver beaucoup de nouvelles règles d'équilibrage des monstres, de la magie, des valeurs de combat. Des nouvelles actions héroïques. C'est des nouvelles actions, oui, c'est ça, réécriture d'actions héroïques, réécriture de sorts parfois même, hein, Ouais. et quand ce n'est pas dans les profils eux-mêmes. Et globalement, il y a eu donc un rééquilibrage alors on n'a pas trop de commentaires à faire, si ce n'est qu'on est en train de le redécouvrir, le jeu. Oui. Oui, enfin Dans cet on équipement, commence le jeu- à l'avoir en tête maintenant. après Oui, mais 7 moi mois. je fais toujours des surprises. Hein. Ouais, Le c'est jeu vrai. final, on va dire, le jeu tel qu'on le joue maintenant, il n'a que 4 mois maintenant, puisqu'il est sorti en mai. En juin, il est en sorti juin. le 12 juin. Le 12 juin. Le 12 juin, donc voilà, il a... Certes, il y a des certitudes qu'on a par rapport au jeu des 6 premiers mois, par rapport aux armées telles que Men of the West, Army of the White Hand, Profondeur de la Moria, qui elles sont restées des armées tout aussi Mhm. fortes dans les 6 premiers mois que dans les mois qui ont suivi. Mais on a des petites surprises qui sortent un petit peu chaque mois maintenant, avec notamment la Moria qui a un petit peu terrorisé les derniers mois là, Ouais, là, les dragons, avec les dragons notamment. c'est quelque chose. Mais À ce propos, je viens de recevoir le mien. mais je suis sûr qu'on va. Tu le joueras pas. Je ne le jouerai jamais. Non mais on découvre quoi. Oui, c'est encore. ça, on découvre et. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. On découvre et le nouvel équilibrage, moi, me convient. Ces nouvelles valeurs de combat, ces Oui, nouveaux c'est trucs bien. de monstres. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas plus mal qu'avant, je veux dire. Non. C'est Ouais. C'est autre chose, c'est bon, autre chose, voire je un trouve peu ça mieux. mieux Voire un qu'avant, peu c'est mieux. ça. C'est. Pour ce qui est équilibrage des règles globales, moi je trouve que les choses sont plus C'est clean, ça. plus claires. Moi, j'en avais J'aime marre que bien. mon roi sorcier il se fasse péter par le premier elfe qui vient parce qu'il avait une valeur de combat inférieure, c'est pas possible. Enfin, la Pour les- maléfique. Pour les équilibrages entre profils, je suis aussi content dans l'ensemble. Bien sûr, on peut toujours trouver des petits trucs à redire. J'en trouve, j'en ai plein. Toujours, toujours. Et pour les armées, comme on a dit, moi j'aime bien ce nouveau système. J'ai conscience qu'il y a un sacrifice qui est fait quelque part, mais bon, si je veux jouer une soupe un petit peu rigolote, je veux la reine des araignées et Elendil qui se battent ensemble, je vous le dis en tant qu'ami, on joue comme ça, vous l'acceptez gracieusement. Je t'en prie. Vous serez ravis de jouer contre ça. Donc voilà, moi je suis plutôt content de cet équilibrage. Et en fait, tout est clean. Enfin, tout est clean, non, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, Les c'est- choses sont quand même. il plus y a clean, beaucoup hein. de bonnes idées, très bonnes idées, et beaucoup de choses qu'on n'a pas encore découvertes et qu'on risque de découvrir dans les prochains mois et qui sont Absolument. de très bonne augure pour la suite du jeu. Oui. Ce qui nous amène à notre conclusion, alors, de ce premier podcast, cette V7. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on ferait pas une petite wishlist? Moi, je veux Sauron en plastique et un nouveau Gil-galad. Moi, j'aimerais Commence bien... par ta wishlist. J'aimerais bien qu'il s'attaque à l'Ultime Alliance et les plus vieilles figurines. Et alors, qu'elles sont moches, ces j'ai une théorie. J'écoute. Les elfes de Foncombe, j'en reviens beaucoup sur ces profils, mais voilà, ils ont un bouclier dans leurs options. Donc, C'est- ça veut- Dis ce que ça veut dire. On peut leur mettre un bouclier en option. Alors Les Games qu'ils n'en Workshop vendent pas en ne figurine. vendent pas la figurine. Donc,
Si on suit la logique de Games Workshop, eh ben, ils vont avoir des nouvelles figurines. On a eu bien un nouveau Théodred qui représentait enfin un Théodred avec bouclier à cheval. Voilà, enfin un troll catapulte, une baliste corsaire, etc. Donc pour moi, c'est les plus vieilles figurines, ces trucs qui sont monoposes, monolithes, Ouais, c'est tous peut-être les monos que plus tu veux, urgents qui ont ils sont besoin. nuls. En plus, quand on Giga regarde, Digation, comme voilà, ça, quand aussi. on regarde par exemple la liste Numénor, Il n'y a pas son bouclier aussi. oui, non, mais c'est ça, Gil-galad et Elendil, ils n'ont pas leur bouclier, mais quand tu regardes la liste Numénor, on a l'impression qu'il manque des trucs, quoi. Ouais. Ils sont rien, il n'y a pas de bannière, c'est claqué, il y a 2 héros, c'est impossible à construire, c'est trop cher. Voilà, donc moi j'aimerais bien un supplément Ultima Alliance avec des nouvelles figurines, je pense que ils peuvent faire des choses magnifiques. Ça paraît une demande raisonnable. Et toi, Samuel? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour nous Écoutez, moi j'attends toujours des sorties intéressantes par rapport à War of the Rohirrim, puisque on a une armée qui sort du lot avec Usurper en fait de race, mais c'est pas forcément pour les raisons que j'aurais espéré, puisque l'armée, on va dire, ne représente pas grand chose dans le film. C'est une armée qui est jouée surtout avec le papa et le fils, à savoir Wolf et son père. Oui, alors que jamais Freka ne Freka. prend d'assaut Edoras dans le film. Exactement, hein. Oui, C'est et il complètement- travaille pas avec Thorn. Et il travaille pas avec Thorn Thorn directement, c'est ça, l'inverse. c'est- Donc, c'est stupide. donc j'ai encore espoir de voir sortir des listes, comme tu disais tout à l'heure, avec des profils vraiment dédiés à des scènes du film. S'ils ont été capables de le faire pour les films, la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, je suis sûr qu'ils sont capables de le faire pour War of the Rohirrim. Je suis sûr qu'il y a des choses à creuser là-dessus, de trouver des règles sympas et de faire des petites soupes assez sympas. Bah écoute, moi j'allais dire j'allais dire la même chose que toi. Ce que j'attends le plus pour moi, c'est des suppléments. Bon, donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Raphaël, sur le supplément Ultime Alliance. Bah aussi notamment celui de la guerre des Rohirrim, parce que je trouve que c'est un peu décevant quand même dans l'ensemble par rapport Ouais, à tout ce ils ce auraient pu film faire mieux, avait quand même plein de profils un peu cool de figurines, et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont allés jusqu'au bout. Donc moi j'ai hâte qu'ils annoncent des vrais suppléments, parce qu'en plus on n'a que eu ce journal, on n'a pas eu d'annonce de suppléments. J'ai hâte de savoir qu'on va reprendre comme avant et qu'on va avoir des nouveaux profils inventés par Games Workshop ou inspirés. J'ai envie de voir ça. Moi, c'est ça que j'aime le plus, c'est à chaque fois qu'ils sortent des nouveaux trucs. de ce nouveautés. genre-là. Ouais. Et bah voilà, donc. Mais j'y crois qu'il y aura ces suppléments. Moi je aussi, pense pas que. Comme d'habitude, on est dans le calme, on n'a pas d'annonce Mm. et tout, mais il faut juste attendre et les choses viennent. Bah ouais. Eh bien, ce sont sur ces mots d'espoir que nous allons arrêter ce premier micro-gredin. Donc Merci merci, de nous avoir écoutés. voilà, merci de Merci. nous avoir écoutés. Merci beaucoup. C'était David, Samuel et Raphaël. Donc n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, de vous abonner, de liker, tout ça, on vous la refait pas. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois, un podcast ou un rapport de bataille. Salut à tous. Salut!